bonsoir tout le monde, j'espère que ça va, j'espère que la journée s'est bien passée. Si vous vouliez traîner sur Twitter, Instagram, etc., bon bah les amis, autant vous dire que clairement c'est mort, hein. Clairement c'est pas possible. Donc vous avez bien fait d'être là ce soir avec nous, vous faites bien les amis. On est ensemble donc jusqu'à à peu près, jusqu'à 23h, on espère en tout cas. On espère, 23h, avec toute la bande, évidemment, comme d'habitude. Il y a ce soir, comme vous pouvez le voir, il y a Geronimo qui est là en haut, à gauche. Salut Geronimo. À côté de Geronimo, il y a le siège de Pacôme. Bonsoir le siège de Pacôme. Ah, il est pas... Je suis le siège de Pacôme. Derrière le drapeau breton. Quelle honte. Ah, vos micros n'étaient pas ouverts. Voilà. Geronimo redit bonsoir, on t'avait pas entendu. Bonsoir Geronimo. Bonsoir. Voilà. Le siège de Pacôme. Bonsoir le siège de Pacôme. Alors. Voilà. Derrière le drapeau breton, il y a Arnaud. Salut Arnaud. Kenavo tout le monde. Et en bas à droite, c'est Jérémy qui est là. Salut Jérémy. Kenavo aussi, mais il pleut déjà. Bastien arrive dans quelques minutes, Damien également, il était là mais il s'est absenté juste avant le début du live, mais il arrive, ne vous inquiétez pas, il revient. La pression, c'est ça. Et Bastien aussi arrive et il faut juste qu'il mange un petit peu parce qu'il a fini le boulot tard. Pas comme aussi, il a fini le boulot tard, c'est pour ça qu'il revient. Tout ça, c'est si vous nous regardez sur Twitch évidemment. Merci de nous écouter sur le podcast G+7 si vous êtes en audio. Soyez les bienvenus. On va revenir sur l'actualité média de ces 7 derniers jours comme chaque lundi. Un programme assez chargé avec au programme ce soir évidemment les audiences de la semaine, le meilleur et aussi le pire bien sûr, même s'il y a beaucoup de meilleurs, on en parlera. Dans les audiences évidemment on reviendra sur The Artist maintenant que c'est arrivé le vendredi soir. Quelle audience ça a fait, on en parlera dans quelques instants, on parlera de tout ça. On fera une grosse séquence aussi, ce sera le premier sujet du soir sur Bernard Tapie, sur la carrière qu'il a eue, parce que c'est aussi un homme de médias. Donc on reviendra sur la carrière de Bernard Tapie. Merci The Monster pour l'abonnement, merci beaucoup, ça fait plaisir The Monster. Et bonsoir à tous. Damien est là, ça y est, Damien est apparu, salut Damien. Et Pacôme arrive en même temps, les deux arrivent incroyables, ça y est, ils sont là. Bonsoir Damien, bonsoir Pacôme. Bonsoir. Ah, Pacôme, ton micro n'est pas allumé, tu es en muet, Pacôme, il faut que tu démutes le micro, c'est bon. Bonsoir Pacôme. Oui, Bonsoir, je disais que j'étais en retard, yes. Ouais, alors qu'il était à l'heure juste avant. Incroyable. Donc j'étais à l'heure, quoi. Vraiment, tout va bien. Une fois. Donc voilà, donc je disais, il y aura l'hommage à Bernard Tapie, il y aura aussi le Média Express, et il y aura évidemment un autre sujet. Le sujet, ce sera Masterchef qui pourrait, je dis bien, pourrait faire son retour. Pourrait. On verra ce que ça donne, bien sûr. Rien n'est fait, et donc rien n'est fait. Est-ce que je peux teaser ça? Pardon? Est-ce que je peux teaser? Vas-y, tease donc. J'ai une excellente idée pour Masterchef. D'accord. Eh ben alors tu nous donneras ton excellente idée tout à l'heure. Pas de problème. Ça c'est du bon teasing. En tout cas, on démarre tout de suite avec les audiences de la semaine. C'est parti. Alors, les audiences de la semaine, on démarre par la meilleure audience de cette semaine. Et la meilleure audience de cette semaine, elle est arrivée hier soir. C'est TF1 qui a la meilleure audience de la semaine avec un film. Le film d'hier, c'était Bienvenue chez les Ch'tis. Ils ont fait 6,14 millions de téléspectateurs. La part d'audience sur les individus de 4 ans et plus est de 29,6%. Voilà. Et si vous voulez avoir la part de marché sur les ménagères de moins de 50 ans, c'est 33,1%. Ils sont devant France 2 qui diffusait Spectre, puisque le nouveau James Bond sort mercredi. Spectre a fait 3,61 millions de téléspectateurs. Est-ce que vous avez regardé la télé hier soir? Non. Pas du tout. Personne n'a regardé la télé. Bon, bah, très bien. On avait mieux à faire. Mais par contre, ouais, c'est vrai que Bienvenue chez les Ch'tis, donc c'est toujours marrant de voir que 12-13 ans après, ça reste quand même un succès populaire. Et c'est vrai que la comédie française, c'est souvent un peu le fond du caniveau parce que ça se renouvelle pas. Mais ce film, il est toujours aussi feel good au final. Moi, je crachais un peu dessus à l'époque parce que c'était populaire, mais c'est un film qui se voit bien, qui est plutôt feel good, je trouve. Donc, non, c'est marrant de voir que du coup, c'était 2008, ça fait 13 ans. C'est que 13 ans après, du coup, ça fasse toujours des cartons d'audience. Voilà, c'est plutôt sympa. Est-ce que en intro du film, ils ont diffusé pédophile, chômeur et consanguin? Oh là là. Oh non, 21h10, première vanne sale, putain.
Oh là 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 là, Arnaud, c'est pas possible. Il va falloir que je coupe ça dans le podcast ou pas? Je suis pas sûr. Ça y est, Bastien est là. Bastien est apparu. Salut Bastien. Arrive au bon moment. Salut Ouais. à tous. T'arrives au bon moment, ouais, c'est clair. Ouais, j'ai cru entendre ça, ouais. Mais vous êtes figé, monsieur, mais vous êtes interloqué. Mais vous êtes Non, je suis pas figé. figé, potentiellement ma cam n'est pas active, mais regardez, Ah. j'ai tout prévu. C'est Bah, bien pour ça. Ouais, c'est. les gens j'ai sont failli dire, se ouais. régaler de... Voilà, c'est peut-être mieux. Kenavo, Bastien. J'ai la tête choquée de sa Pourquoi vanne. Pourquoi t'as un drapeau breton? Parce que depuis hier. hier, il est breton. Depuis qu'ils ont été voir tous ensemble Rennes PSG hier et que Rennes a battu le Parlons des PSG, audiences. Arnaud, Parlons des audiences. Arnaud est devenu breton. Voilà, c'est Mais c'est t'as la, mangé des Arnaud galettes Solveig maintenant. c'est la J'ai petite mangé T'as mangé parenthèse des vie galettes privée. bretonnes? J'ai mangé de Tout la ça, le galette temps. saucisse. La galette, Oh, et plus oh, une oh. saucisse que Je de la le galette conseille à d'ailleurs. tout le monde. La galette saucisse, c'est un gros mythe, mais c'est très bon en fait. C'est une galette et une saucisse. Alors, on t'entend, tu as assez Voilà, loin du c'est gros micro, mythe, d'ailleurs. Arnaud. Parlez pas tous en même temps, les amis. Et parlez pas tous en même temps, les amis. bien sûr. C'est une phrase qui risque d'être dite d'ici quelques minutes. Je vais la je mettre pense. sur un post-it au cas où. On va faire un On va bingo, hein, c'est pas possible. Ça fait plusieurs semaines que je le dis, hein, mais... Ouais, faudrait le créer et on le donne aux viewers. C'est comme ça, les viewers jouent au bingo pendant le live. Ça peut être un bon concept. Ça peut être pas mal. J'avoue qu'on n'y avait pas pensé. Notez-le dans un coin. Voilà, on va le faire. Je l'ai déjà dit. On va le faire, on va le faire. D'ailleurs, les viewers, on va les saluer, ceux qui sont sur le chat. Rem, Jonathan, The Monster qui m'a donné un abonnement qui a dit la moula est là enfin. Oui, merci The Monster, merci beaucoup. Il y a Daco TV qui est là, La Conquête du Vide qui est un peu le slogan de cette chaîne. Red Carpet, Gros Chacal est de retour, Gros Chacal, salut. Et Odizor aussi C'est est un là. énorme chacal, le mec. Est-ce que Gros Chacal, c'est le deuxième compte de Geronimo? Non, Allez, là. j'avais demandé des nouvelles d'Arthur. Parce que le chacal, il doit avoir des nouvelles d'Arthur. Allez, merci bien. Ah, putain, Salut pardon, Alex Fou oui. aussi, D'accord. salut Alex Fou. Et Alex Fou. Alex Fou qui est de retour, Alex Fou. Konnichiwa, Alex Fou. Je pensais que J+7 c'était un podcast média, donc. Eh bien justement, on va parler médias, on revient sur les J'ai médias. toujours, Ouais, mais c'est j'ai toujours Twitch une aussi, anecdote. mec. j'ai toujours une anecdote sur Bienvenue chez les Ch'tis. Ah, alors vas-y. Mais c'est pas le genre de film qui faisait 10 millions. Même ce genre de film ne fait plus Ah 10 si, même millions. plus. Si, mais bon, C'est ouais, ça. et le film, il a quoi? Il a Mais 12 ans maintenant. les bronzés font du ski, ça faisait Ah non. toujours 10 millions. Fun fact, il est sorti le jour de mes 19 ans. Il est sorti le 27 février 2008. Ah, 2008? Oh la vache! Ouais, il est Ouais, 2008, ouais, Bah déjà. oui, c'était déjà. l'année de la banderole. Un mois après, il y a la finale de la Coupe de la Ligue avec la banderole du PSG et tout, et c'est en 2008, c'est mon repère. D'accord. Ah ouais, bah tu vois, je me souvenais plus que c'était 2008. Ok, d'accord. Oui, mais non, mais c'est vrai que moi, quand j'avais vu qu'ils programmaient Bienvenue chez les Ch'tis, je t'avoue que je m'attendais à aller 8 millions de téléspectateurs, un truc dans le genre. C'est vrai Ouais, que 6 voir millions, je suis... 6 millions, ouais, c'est pas beaucoup. Mais comme quoi, soit parce que les autres étaient, parce que France 2 a fait Spectre et que Spectre, bon, ça fait que 3 millions, mais ils ont peut-être grappillé 1 million qui aurait pu regarder Bienvenue chez les Ch'tis s'il y avait un film moins bien sur France 2, un moins gros film en tout cas, pas un blockbuster. Après, peut-être que c'est vraiment la preuve que les gens regardent de moins en moins la télé. Et peut-être plus de gens étaient sur Netflix, Amazon Prime, tu vois. Et je sais pas comment on peut l'expliquer ça. Je sais pas comment ça se fait. Mais c'est Est-ce vrai que je m'attendais à plus. Est-ce que Bienvenue chez les Ch'tis est sur une plateforme autrement? Je crois. Vraie question. Je crois pas. Bonne question. Je suis pas sûr. Faudrait Parce vérifier. qu'il faut pas oublier la prise en compte aussi de la consommation de films par d'autres services aujourd'hui. Je Ouais. pense que ça joue potentiellement. Mais je sais pas si Bienvenue chez les Ch'tis est disponible ailleurs. Jonathan nous dit Salto peut-être. Faudrait vérifier. Faudrait demander à Bastien qui est un expert de Salto. Mhm. Bastien, Je vous dis ça dans 3 tu nous 3 dis- minutes. 3 minutes. Ok. Waouh! Très Waouh. bien. Quelle efficacité. Sinon, Mais- sachez-le, il y a un service qui s'appelle Just Watch qui permet de regarder qu'est-ce qui est dispo sur quelle plateforme. Ah bah C'est tiens. très pratique, notamment si vous cherchez des séries. Et je vous conseille Just Watch. Just Ok. Watch. Je vais aller voir ça tout de suite. Tiens. Just Est-ce Watch, que tu as une moteur de bonne application recherche. radio à nous conseiller, Bastien? Un moteur de quoi? Est-ce que tu as application une bonne radio. application de radio à nous conseiller? Oh, si vous voulez écouter la radio principalement en France, Ouais. au Radio Player France, ouais. Alors selon Just Watch, Bienvenue chez les Ch'tis, il est nulle part. Hein. Tu peux l'avoir que sur Apple TV en location à 4 €. Ouais, l'achat, ouais. D'accord. C'est tout. Bon, Il est pas dispo Après- gratos sur une plateforme. Après, Spectre, de mémoire, il va dispo juste sur Salto potentiellement, France dans l'inédit et sur la chaîne James Bond qui a été lancée par France Télé. Oui, en plus, ouais.
Spectre. Non, Spectre, il me le dit pas non. Ah si, Salto, effectivement, en streaming sur Salto. Donc le site est à jour. Le site est à jour. Mais Spectre, il n'avait pas passé sur France 3 il y a pas longtemps. Ou je confonds. Ils ont passé, c'est vrai qu'ils ont passé pas mal de James Bond là depuis un petit moment, l'été dernier et tout. C'est vrai qu'ils ont diffusé pas mal de James Bond. Entre la Tu première et la les deuxième, enregistrés, Alex? Oui, je les ai quasiment tous. On a déjà eu cette discussion Ouais, la semaine il en dernière. manquait Écoute 10. le podcast de la semaine Est-ce que tu veux dernière que je où il y a te toute la refasse liste. Est-ce que tu veux que je te refasse la liste? C'est ça, ouais. Ça m'étonne quand même parce que Spectre a l'air, je pense, potentiellement inédit en clair parce que c'est le dernier James Bond qui est sorti. Ouais. Ah. En tout cas, c'est la septième émission la plus vue sur Salto aujourd'hui. Spectre? Spectre, je suis pas sûr qu'il soit. Il est 2015, hein, Spectre. Donc à mon avis, il est pas. Il est pas inédit en En France. tout cas, le top 1 sur Salto, c'est Fugueuse, mais je sais pas si on en parlera ensuite dans les audiences. C'est pas prévu. Dommage, j'ai essayé de faire une transition, Si. mais il n'y a pas de transition. Si, on pourra en parler on va parler des fictions de France Télé justement, mais là c'est une fiction de TF1, mais on pourra en parler entre autres, on pourra l'incruster dans le sujet si tu veux. Si tu tiens vraiment à parler de Fugueuse, on peut l'incruster dans le sujet. T'inquiète Non, pas. parce que j'ai pas vu Fugueuse, c'est pour savoir si c'était prévu, quelqu'un avait les chiffres ou pas, D'accord. mais a priori non, donc passons à un autre sujet. Non, on passe à un autre sujet. Donc voilà, ça c'est Bienvenue chez les Ch'tis, ça c'était hier soir. Samedi, il y a eu un changement sur France Télévisions, puisque depuis quelques semaines, c'était censé être The Artist, l'émission de Nagui, mais vu la tôle d'audience, on peut le dire, hein, que subit The Artist, ça a été déprogrammé, on en a parlé la semaine dernière, ça a été déprogrammé, et du coup, ils ont diffusé les grosses têtes. Ils ont diffusé les grosses têtes samedi à la place. Qui a regardé les grosses têtes samedi? Est-ce que... Moi j'avais une grosse tête en face de moi. D'accord. Et sinon, sérieusement, quelqu'un a... Mes parents, j'ai vu qu'ils regardaient. D'accord. Et ils ont bien aimé. J'adore, ils nous posent J'ai des juste questions vu de connaître la Caroline réponse. Diamant qui rigolait. En même temps. Oh, BL qui s'abonne à la chaîne. Incroyable. Merci. Le 9e mois d'abonnement pour BL. Le mec, il claque toute sa thune pour moi. Incroyable. Merci. C'est insane quand même. Merci, Hein. Bastien. Je suis comme ça, la moula que je vais peut-être gagner dans un jeu télé bientôt, enfin on sait pas. Faut rien dire. Faut rien dire. Oh non. Oh non. Patrick C'est vrai qu'il aurait mieux fait le de Carlin ne est de rien retour. dire. Patrick le Carlin est de retour. On salue Patrick. Bonjour Salut, Patrick. Salut Patrick. On t'a Salut, attendu Patrick. cette fois. Patrick. Allez. Et Cowboy Étoile qui est là. Alors on a les chiffres 05, 7, 15, 19, 44 et le complémentaire le 1. Ah c'est le loto. Merci Cowboy. Toutes les semaines il va nous donner les numéros. Merci. Quelqu'un qui a suivi le live Koh-Lanta de mardi. Exactement. Donc les grosses têtes ça a fait 630 000 téléspectateurs. 630 000 téléspectateurs, ce qui est donc 500 à 600 fois plus, enfin 500 à 600 000 téléspectateurs de gagner par rapport à samedi dernier, ce qui est pas dégueulasse, mais ce qui est pas ouf non plus, c'est pas fou. 1,63 $. Est-ce que à votre avis, le fait que ça fait que seulement 1,63, est-ce que c'est le fait que la com n'a pas été assez bien faite et les gens ne sont pas assez au courant que The Artist est déprogrammé? Il y a un peu de tout. De mémoire, Ouais. les grosses têtes, c'est pas un programme fort en prime, enfin c'est un programme puissant, mais qui est pas non plus qui amasse pas les foules sur France 2. Donc il y a à la fois effectivement le manque de communication. The Artist qui a pas fait beaucoup plus, au final, avait beaucoup moins le vendredi en deuxième partie On va de soirée donner avant. le chiffre juste après. Géronimo, tu voulais nous dire quelque chose? Qu'est-ce qui se passe Ouais. aux grosses têtes? Toi tu regardes souvent les grosses têtes. Toi qui écoutes souvent les grosses têtes sur RTL, tu as quelque chose à Non, nous alors dire? je les ai pas regardés samedi soir pour des raisons évidentes que vous connaissez. Oui. Après il y a eu c'est une émission qui est- Merci. Je fais la coupe. Hein. Ouais, vas-y. C'est une émission qui a été mise en boîte au mois de juin, donc c'est une émission qui était en stock et que France 2 a pu dégainer au cas où. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'en face, The Voice n'a pas progressé sur une semaine. Donc le public de The Voice et le public de The Artist n'est pas le même. D'accord. On Ah pourrait ouais. dire, le public d'un télécrochet The Artist, ils ont plus leur télécrochet, ils vont regarder The Voice. Bah finalement, même pas. Donc c'est vraiment deux publics différents. Le public de The Artist n'est pas le public de The Voice. Ah ouais, d'accord. Bon, bah c'est intéressant de savoir que ça progresse pas pour longtemps. Après, en même temps, tu me diras, il y a eu plus d'audience sur France 2 samedi que samedi dernier, donc clairement, c'est aussi peut-être normal que The Voice ça. Oui, mais on pourrait ça dire progresse que pas. le million qui regardait The Artist allait se rabattre sur The Voice. Mais même pas. Ouais, c'est ouais. vrai. Ouais, c'est vrai. Ok, très bien. Merci pour cette analyse très intéressante, Geronimo. Et c'est pas de l'ironie, hein. Je trouvais vraiment ça a été très pertinent. Merci. Pour une fois,
Très pertinent, Géronimo, merci. Mais et pour une fois, il peut être souvent pertinent. Hein. Non, mais on blague. Mais non, mais moi je suis sérieux. Oh là là. Humour. C'est moi, joke. Twitter est en train de bugger aussi. Twitter bug. Ah, si vous voulez, on peut parler du Non. du shutdown de non, Facebook, Instagram, WhatsApp. Twitch ce soir. Et donc, ouais, ça va finir par Twitch. On n'est pas sûr de finir le live, les amis. On n'est pas sûr. Ça veut dire que The Artist était vraiment un programme d'1 million de téléspectateurs et pas plus, nous donne Jonathan. Alors justement, Jonathan, The Artist, 530 000 téléspectateurs pour The Artist vendredi soir. On rappelle que c'est passé en deuxième partie de soirée, ça a démarré à 22h40 The Artist, et ils ont fait 530 000 téléspectateurs avec une part de marché de 5,2%. C'est 300 000 téléspectateurs de moins que samedi dernier en prime time. Donc en vrai... c'est peut-être une bonne solution pour The Artist. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la case de Taratata, donc une émission musicale avec un public qui ressemble au public de The Artist, animé par Nagui. Et moi, ce qui est amusant, c'est de constater que The Artist a fini à peu près à la même heure que Danse avec les stars. Alors que c'est une deuxième partie de soirée. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, dire, Danse avec les stars a fini à minuit 21 et The Artist à minuit 34. Donc peu ou prou... Ouais. Au même moment. Alors, comme disait Bastien, ouais, le premier numéro de The Artist a fini en même moment que celui de ce vendredi, hein, c'est ça hein. C'est ce que tu disais. Hein. Oui. D'accord, très bien. Comme quoi, c'était vraiment très long. Là, ça a duré combien de temps, du coup, l'émission de vendredi soir? 1h30 De 22h40 à minuit 34, donc on est sur 1h54. Ouais, quasiment 2 heures. Et en vrai, pour avoir regardé les extraits, la version de The Artist qu'on a pu voir est vraiment agréable à suivre. Alors, hormis le fait que ça parle un peu beaucoup, et que ça se lamente un peu aussi beaucoup sur les difficultés du programme. C'est assez sympa à suivre. Il y a beaucoup d'échanges plus ou moins spontanés entre les artistes en jury et les artistes qui sont invités. On a beau apprécier ou non les genres, les trucs. Je trouve que ça commence à devenir un programme qui se regarde. En fait, les longueurs qu'il y avait dans les premières émissions se dissipent au fur et à mesure. Et on aurait eu ça dès le début, potentiellement, le programme aurait mieux fonctionné. Donc c'est dommage, en fait, de voir le programme dans l'état dans lequel il est actuellement, voir finir en seconde partie de soirée le vendredi. Après, ouais, c'est la tranche de Taratata, donc c'est assez cohérent par rapport à ces chiffres-là. Oui, je maintiens qu'une saison 2 serait pertinent, pas tout de suite, mais réfléchir à une saison 2. Non, jamais, parce que malheureusement, l'image qu'a l'émission maintenant, c'est fini. Elle pourra jamais avoir les audiences qu'elle aurait pu prétendre avec la version dans laquelle elle est aujourd'hui. Ouais, mais si tu fais une version un peu différente pour la deuxième partie de soirée. Ouais. En tout cas, pas sous ce nom-là et pas avec la manière dont ça a été vendu, je pense que... Après, il y a une question qui était intéressante. Est-ce que ça aurait pas été intéressant de vendre ce programme sous la marque Taratata? Genre Taratata, les nouveaux talents. Moi, ça me fait beaucoup penser à un moment, il y a eu un renouveau du Taratata avec le fameux plateau avec les marches. Oui. Je sais pas si vous vous souvenez, pour les peu de personnes qui ont regardé Taratata, où il y avait ce qui s'appelle les open mic, où du coup, il y avait les vrais artistes, entre guillemets, confirmés, étaient en bas des marches. Et tu avais un artiste par émission qui était vraiment une sorte de découvreur de talent, un peu comme The Artist actuellement, qui faisait son morceau en haut des marches, avec juste guitare-voix généralement, et pour faire découvrir un artiste. Et pour moi, cette émission-là, et je suis sûr que pour Nagui aussi, c'est open mic version télécrochet. Et ça marchait mieux dans Taratata avec la solution qu'il y avait avant que ce qu'il y a eu là, quoi. D'accord, ça peut être une solution, hein. C'est vrai que si tu changes le nom et tout, c'est vrai que utiliser la marque Taratata, ce serait pas une mauvaise idée. C'est compliqué, la marque Taratata, elle fédère pas non plus malgré tout. Enfin, elle est connue, elle est reconnue, on sait que c'est une vraie bonne émission musicale, cependant on peut pas dire que Taratata est un succès d'audience, non plus. Alors la conquête du vide nous dit, vous raisonnez comme si c'était prévu pour être un programme de seconde partie de soirée. Non, on dit pas ça, on dit que justement, ça peut se transformer. Tu peux faire une saison 2 en faisant un programme qui coûte moins cher, et en faire un programme de seconde partie de soirée. Faut que tu sacrifies le direct, tu peux pas faire des secondes parties de soirée pendant 8 semaines. Enfin après on est en direct qui fait ça, mais pas avec les moyens d'artistes. Enfin... Ah non, pas avec les mêmes moyens, mais comme tu dis, tu changes le programme, tu le changes de nom et tu baisses les coûts et tu peux en faire un programme sympa quand même. Sur le direct, tu fais ça. Faut que tu sacrifies forcément sur le direct et donc du coup tu perds la moitié du concept. Oui. Ouais, c'est vrai. Donc, de toute façon, très clairement, c'est mal barré pour qu'il y ait une saison 2, que ce soit en première partie de soirée ou en deuxième. Très clairement, c'est mort. On est d'accord. Je mise 20 balles, il n'y a pas de saison 2. Hein. Ouais, on est là. Retenez ça quand même, clippé. Je mise 20 balles qui n'est pas de saison 2 de Bastien. Parce que si jamais il y en a une. Alors, s'il y en a une, je serais content de payer 20 balles. Mais je suis certain qu'il n'y en aura pas.
Mais je suis assez d'accord avec toi. On reste sur France Télévisions, on est toujours dans les audiences, on reste sur France Télé avec les fictions de France Télé, puisque globalement, depuis le début de la saison, les fictions de France Télé sont toujours devant les divertissements de TF1 quand ils sont en frontal dans les audiences. Ça a été encore la preuve cette semaine avec la soirée de vendredi, tiens, justement, avec César Wagner, qui est sur France 2, qui était premier face à Danse avec les stars. César Wagner a fait combien 4 210 000 téléspectateurs, alors que Danse avec les stars a fait 4 02. Donc 4 millions 20. Donc voilà, encore une fois devant. Il y a eu quoi d'autre aussi ? Il y a eu Meurtre à Toulouse. Meurtre à Toulouse samedi, qui était loin devant The Voice All Star. Sur France 3, Meurtre à Toulouse samedi soir, ça fait 4 830 000 téléspectateurs, alors que TF1 avec The Voice, ça fait 3 740 000 téléspectateurs. Donc très clairement, il y a le public des téléfilms, des fictions de France Télé est beaucoup plus fort que le public des divertissements de TF1. C'est un public un peu plus vieux aussi, je pense, moins familial en tout cas. Bientôt le retour de Capitaine Marlowe le vendredi soir face à Dals, nous dit Daco. Oui, bah ça, clairement, déjà qui gagne avec César Wagner, quand il y aura Capitaine Marlowe, ça va faire du 7 millions, et eux ils vont faire 3. En parlant de la programmation de France 2, qui avait dégainé Candice Renoir le vendredi soir, quand ils ont vu que finalement il n'y avait pas besoin de grosses cartouches puisqu'il n'y avait pas Koh-Lanta, ils vont arrêter la diffusion de Candice Renoir. Ils l'ont arrêté d'ailleurs en pleine saison. Donc France 2 a diffusé qu'un bout de saison de Candice Renoir. Ah tiens donc. Oui, pourquoi ils font ça ? Parce que Candice Renoir, ils ont sorti ça pour faire la grosse cartouche face à Koh-Lanta, parce que Candice Renoir fonctionne très bien. Ouais. Et quand ils ont vu qu'en face, ils n'avaient pas Koh-Lanta, mais Danse avec les stars, en l'occurrence au début, ils avaient le jeu de Jerry, là, le Game of Talent, Soprano, etc. Ils se sont dit, on va garder Candice Renoir pour un peu plus tard dans la saison, quand il y aura de grosses cartouches le vendredi soir sur TF1. Peut-être la prochaine saison de Koh-Lanta. C'est une stratégie qui correspond à peu près à ce que fait Netflix aussi. Netflix, maintenant, sort des saisons en 2 parties. Oui. Donc, mine de rien, c'est pas beau comme stratégie. On aimerait bien voir des saisons qui se déroulent tout d'un coup. Ouais. Mais ça correspond maintenant à la manière dont est consommée et dont est diffusée les séries sur les plateformes. D'ailleurs, moi je trouve pas ça ouf sur Netflix, les trucs en 2 parties. Par exemple, la Casa des Papel, on n'en sait plus, je sais plus quelle saison c'est, la Casa des Papel. On est à quelle saison ? Il y a eu 28 000 parties à chaque fois sur chaque saison. Là en plus, par rapport à la diffusion de télé de la première saison, ça avait déjà été modifié sur Netflix. Donc en fait, je sais pas. La saison qui est sortie le 3 septembre, c'est laquelle ? C'est la saison 5, la saison 6, la saison 7, la saison 8, je sais pas. J'aurais envie de te dire que la diffusion de la Casa des Papel est aussi cohérente que le scénario. Surtout, Netflix fait tout pour ne pas t'envoyer de notion de saison. Pour Netflix, t'as pas de saison. Ouais. Ils appellent ça maintenant des parties. Ouais. C'est Casa des Papel partie 1, partie 2, machin. Parce que t'as plus cette saison qui est très liée à la diffusion télé, en fait. Ouais, pas comme. Non, je voulais juste rebondir sur un truc. Je sais pas si vous avez entendu parler de Squid Game, en fait. Squid Game. Oui, c'est la nouvelle série tendance de Netflix. Non, parce que je trouve qu'on parle pas assez de Squid Game, en fait. Je trouvais que c'était l'occasion d'en parler. Qui a regardé d'ailleurs cette série ? Personne ? Moi, du coup, j'ai pas regardé parce que j'en ai ras le cul. Damien, il a regardé ? Non, mais c'est pareil. Non, j'ai pas regardé la série avant de l'avoir regardé. Damien, tu voulais dire ? Voilà. Non, je voulais dire qu'il y a Seinfeld qui est arrivé aussi sur Netflix et que voilà, c'est plutôt pas mal. C'est un truc culte, un petit peu de l'humour américain. Donc là, je suis là-dedans en ce moment. D'accord. Ah ouais, c'est une vieille série. Voilà, oui. Enfin, vieille série. Si vous voulez voir Jerry Seinfeld de jeune. On va dire que c'est une grosse influence une grosse influence de Gad Elmaleh pour pas dire qu'il a beaucoup plagié. Oui, la copie c'est l'original et la copie. Hein, voilà. Bientôt, il y aura la série Elmaleh, bientôt, qui sera les mêmes épisodes que Seinfeld. Ça y est déjà, et c'était vraiment nul. Ah oui, c'est vrai, c'est le truc de lui aux États-Unis là, non ? C'était ça. Oui, c'est ça. Et putain, c'était laborieux, vraiment. J'ai pas vu, je peux pas te dire, j'ai clairement pas vu. Mais j'ai l'impression qu'on a bien fait. Est-ce que vous voulez dire une dernière chose sur les fictions de TF1 ou est-ce qu'on passe à autre chose ? Non, juste que de toute façon TF1, eux, ils s'en foutent de pas être leader des audiences parce que ce qui les intéresse, c'est les cibles. Et sur les cibles, ils s'en satisfont. Comment on dit ? Ils ont content. Ils sont contents. En tout cas, je sais pas comment on dit, mais ton son est encore un peu faible, mon cher Arnaud. Il faudrait. Ouais, encore un peu. Là, c'est mieux là ? Non. Va-t-on s'en plaindre ? Oh. Sur les séries de TF1, on parlait de Fugueuse tout à l'heure, ça fait 3,5 millions en moyenne sur les 2 épisodes. C'est diffusé un jeudi soir, ça, non ? Ouais, c'est le jeudi soir. Ouais, c'était diffusé la semaine dernière. Le lancement de la série s'est fait en même temps que des 2 débats politiques. Ouais. Et avait eu 3,58 millions aussi, donc c'est extrêmement stable. Donc c'est une série qui fonctionne bien aussi.
Et donc TF1 fonctionne de mieux en mieux sur les mini-séries, les trucs qui durent 4, 5, 6 épisodes, en production française. C'est des choses sur lesquelles TF1 est assez fort et sur lesquelles France 2 est encore un peu à la traîne. Enfin, France Télé est encore un peu à la traîne. TF1 en ce moment, il diffuse la mini-série sur le petit Grégory. Est-ce que ça marche ça? Pas du tout. Attends, vous êtes en train de me dire que les audiences se noient? Les audiences se noient? Allez, merci. C'est tout pour moi. Voilà, merci d'avoir refait la blague 3 secondes après moi. Ah, mais vu que ton son est pas fort, on l'a pas entendu, Arnaud. Non, mais c'est compliqué pour une affaire française. Une affaire française, ça a fait 2,5 millions, donc c'est effectivement assez faible. Ouais. Et ça a perdu 880 000 spectateurs en une semaine. Enfin, c'est dommage. Et à J+7, c'est peut-être mieux avec le replay? Non? Pas tant que ça, enfin, c'est très bien. On a vu là pour Koh-Lanta, typiquement, le replay fait les mêmes chiffres chaque semaine, malgré l'érosion d'audience. Je suis pas sûr que le replay fasse gagner beaucoup. Et surtout, c'est une histoire que tout le monde a déjà lue, tout le monde a déjà vu. Il y a déjà eu beaucoup de fiction autour de l'affaire du petit Grégory, mine de rien. Et donc, je pense qu'on atteint le trop-plein de fiction autour de ça. Est-ce que mon son est mieux? Là, c'est bien. Là, c'est bien. Ok. Là, c'est bien. Ok, ben très bien. Ça, c'était pour donc les fictions. On va parler d'un flop. On n'a pas parlé du top et tout du moment, mais il y a eu un gros flop dont on n'a pas parlé. Ça fait déjà 2 semaines que ça existe, que c'est sorti, je crois. Non, ou ça a démarré lundi dernier. C'est sur Énergie 12. Ça s'appelle Les Influenceurs. Ah oui. C'est une série réalité, comme on appelle ça. Ouais, c'est une série réalité. Alors, c'est une série, en fait. Mais en fait, alors, j'avoue, je me suis pas renseigné beaucoup. Mais moi, de ce qu'on m'a expliqué, c'était une série de Jean-Luc Azoulay. Donc, du coup, j'ai du mal à comprendre. Ah ouais. J'ai du mal à comprendre l'histoire. Ah, donc c'est clairement une fiction, c'est pas une série réalité. Ce serait une fiction. Ah non, il fait encore beaucoup de séries Azoulay. Il fait notamment les vacances de l'amour sur TMC tous les week-ends. Ouais, il fait encore des choses, bien sûr. Mais là, c'est quand même surprenant. T'imagines, tu remplaces Les Anges par une série de Jean-Luc Azoulay. Ouais, alors c'est coproduit. C'est Jean-Luc Azoulay et la grosse équipe qui produisent ça. La grosse équipe qui a été rachetée par ça sent comme effectivement la sérialité un peu comme il a existé déjà avant sur Énergie 12 avec Hollywood Girls, un truc comme ça. Par exemple. Il y a effectivement des meufs qui jouent mal, mais comme elles jouent leur personnage, on accepte qu'elles jouent mal. C'est ça. Et j'ai bien suivi l'histoire. Et donc influence. Personne n'a regardé. On est d'accord que personne n'a regardé là sur le. Pas du tout. J'ai survolé 5 minutes, donc j'ai tenu 5 minutes. Et ben vous avez fait comme tout le monde, puisque c'était quand lundi à 18h, l'épisode inédit a fait 3000 téléspectateurs, c'est-à-dire 0% de part d'audience. Ils sont en marge d'erreur de Médiamétrie depuis plusieurs soirs. Lors de son lancement le 20 septembre dernier, il y avait eu 30 000 téléspectateurs, soit 0,3% de part d'audience. Les jours suivants, ça a baissé. Et en audience veille, la série fait 20 000 personnes. Et là, ça a fait 3 000 la semaine dernière, lundi dernier. 3 000. 3 000 et c'est diffusé à 18h quand même. 3 000 à 18h. C'est un gros fiasco. Et ça continue, c'est toujours à l'antenne ça? Ça fait 3000 téléspectateurs et c'est toujours à l'antenne. Pour l'instant, oui. Putain. Il y a un gros souci autour d'Énergie 12 en fait. Énergie 12, j'arrive à 5, ça plonge et j'ai l'impression que la stratégie du groupe Énergie autour de ces chaînes de télé est assez inexistante. Alors, oui, je suis assez d'accord, ouais. Alors que je trouve que Énergie 12, à son lancement à l'époque, ça pouvait être pas mal. Mais non, mais on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne pouvaient pas connaître. Oui, bien sûr. Mais je sais pas comment ils ont transformé cette chaîne alors qu'à la base ça partait bien. Non, mais ça a toujours été la mini généraliste qu'elle prétendait être. À la base, c'était on fait une chaîne avec plus de clips, etc. Mais l'idée c'était de basculer en mini généraliste assez vite pour les jeunes. Donc le basculement télé-réalité n'est pas incohérent. Le truc, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de monde en essayant de basculer en télévision familiale. Au moment où ils ont lancé l'Académie des Neufs avec Benjamin Castaldi. Oui, évidemment, tout le monde se souvient. Et Valérie Damido aussi, il y avait des émissions avec Et en fait, ils ont perdu Damido. tout le monde. Au bout de 3 mois, ils ont fait, en fait, on va remettre la télé-réalité et le domaine s'essouffle parce qu'ils se font bouffer par toutes les plateformes. En fait, leur audience s'érode petit à petit parce que ils n'arrivent pas à la renouveler. Daco TV nous dit sur le chat, avec l'aide de la radio peut-être, est-ce que diffuser les émissions de radio d'énergie à la télé, est-ce que ça marcherait? Ils le font déjà. T'as des déjà best-of de Koé, Koé. non? Ouais, mais Ça Koé, dépend c'est de pas Koé le week-end. Koé, c'est pas en live. Koé, c'est un best-of de la semaine, machin. C'est juste c'est un truc monté où tu vois les meilleurs moments de la semaine. Est-ce que si tu fais comme RMC Story en diffusant les émissions live, est-ce que ça augmente? Elle est trop longue l'émission de Koé, non? Il est pas à l'antenne pendant 3 heures? Oui, mais il fait 15h, 20h. Mais Et le format s'y prête pas. Pardon? Le format radio, c'est ultra formaté avec des talks de 5 minutes puis 3 chansons.
Bah, Oui, ouais. tu veux faire, tu peux pas diffuser ça en Oui, télé. mais c'est regarde, impossible. regarde quand diffuse bien, le double expresso sur Oui, W9. c'est le matinal. C'est pas incohérent. Le W9, c'est matinal. une chaîne qui est majoritairement musicale. Ils diffusaient du clip avant à cette horaire-là. Et donc, c'est pas incohérent d'avoir ça. Du 15h-20h sur Énergie 12 Non, qui mais diffuse plus de clips. T'es pas Avec obligé. majoritairement ça. Tu peux pas. Les formats s'y prêtent pas du tout. Ouais, mais t'es pas obligé de passer les 5 heures. Par exemple, Koé, à 18h, il lance la diffusion web sur Twitch, où tu peux voir l'émission en vidéo sur Twitch à partir de 18h. Tu peux très bien faire ça sur Énergie 12. Tu fais de 18h à 20h ou de 19 à 20, tu le mets sur Énergie 12, tu vois. Parce Ça va qu'en pas plus, ramener plus de gens, hein. autant Et le... ça fera- Bah, et je ça pense que coûtera ça fait moins plus de cher. 3... Je pense que ça fait plus de Ça 3000 fait plus de et puis 3000 c'est moins et ça cher. coûtera moins cher. Voilà, ça Ouais, mais coûte, les ça gens, coûte ils sont sur zéro. Twitch. Pas cher, oui, mais bon. C'est pas les moyens techniques pour diffuser sur Twitch où ils vont pouvoir diffuser les coulisses, etc. Ils ont juste 3 cams, machin. Ça coûte quasiment rien. En frais de diffusion, c'est que dalle. Et les caméras dans le studio, elles sont déjà là. Ouais, Par c'est rapport pour à ça. ce qu'il faudrait, par rapport Mais à intégrer la W9, c'est pub. pareil. W9, c'est pareil, ils ont les caméras du studio, ils ont dû rajouter une Ouais. ou deux caméras. Ils se sont même fait une GoPro pour filmer les coulisses pendant les clips et un petit peu tout le monde réalise en Mais studio. eux sont rodés. Enfin, tu vois, W9, ils sont rodés. Ils ont même le truc avec maintenant Courbet, etc. Le groupe M6, c'est diffusé de la radio. Le groupe RMC, c'est diffusé de la radio. Le groupe Énergie 12, il est toujours pas mis. Ah oui, mais il ça serait ça peut-être peut temps. vous arriver de Courbet et le double expresso sur W9, c'est pas du tout la même réal. C'est-à-dire que l'émission Non, non. de Courbet, c'est vraiment maintenant c'est plus une émission télé qui est diffusée sur RTL et W9 c'est une émission de radio qui est diffusée à la télé. Moi, je pense que tu fais un... Tu le mets... Tu diffuses... Tu diffuses le 18-20 de Koé sur Énergie, je Ça pense que tu coûtera- fais plus de 3000, hein, et ça coûte zéro. Ça coûte zéro parce que bah, déjà les frais qu'ils engagent sur Twitch, bah voilà, si tu fais Twitch plus télé, et ça fera clairement plus que 3000 téléspectateurs. Ça fera pas des plafonds d'audience, mais ça sera jamais pire. Oui, ben, ça veut dire que Énergie 12 investirait dans quelque chose. Et bah C'est ouais. pas le cas pour l'instant. Après, moi, tu vois, une formule qui me plairait plus, c'est ce qu'ils font actuellement en faisant des best-of de Koé. Imagine le lendemain, tu diffuses pendant 1 heure un best-of de la veille en access. Potentiellement, ça peut mieux marcher, un peu comme Koé TV sur TF6 à l'époque. Ouais. Oui, non, mais où tu mets... ouais, tu fais un... C'est un format capitalisé, c'est sûr. Ouais, Pourquoi ouais. ils le De toute font pas De toute façon, sur Énergie 12, il y a un vrai problème d'accès. Ils avaient tenté il y a 1 an de rediffuser l'émission de Morandini qui est diffusée à 13h, de la rediffuser à 19h. Ça n'a pas marché non plus. Non, Donc, mais ils ont un petit je peu pense que autre- le problème, c'est que tout le monde est parti d'Énergie 12, en fait. Hein. Je pense que Mais c'est oui. juste ça. Hein. C'est que peu Mais importe oui. ce que tu mets, personne regarde Énergie 12. À cette heure-là, le dommage. 18h-20h, ça y est, les habitudes, les gens, ils sont sur France 2, TF1, France 3, France 5, TMC... Enfin voilà, ça y est, le 18h-20h, enfin le 18h-21h même, 19h-21h plutôt, les gens, ça y est, ils ont leur habitude. Et Énergie 12, ils n'ont pas réussi à créer... Ils ont tellement changé plein de trucs, ils ont viré les anges pour mettre un autre truc qui marchait pas, maintenant ils remettent une série qui marche pas du tout. Enfin tu vois, c'est mort, c'est mort pour eux. Alors faut fermer la chaîne, Pourtant- qu'est-ce que tu fais? Quelle est la pourtant, solution? Transition. Et pourtant, l'émission de Jean-Marc Morandini, Crime, a eu un record cette semaine d'audience. En prime. Tu veux faire une transition? J'ai pas l'info de Morandini. Ah bah d'accord, non mais c'était dans les fiches. Non mais en gros, il y a une émission de Crime qui a fait 334 000 téléspectateurs, soit Ah oui, si. 3,9% Je viens de le voir. de part de marché chez les 4 ans et plus, entre 13h37 et 14h20 sur Ah, donc la- Énergie 12. La quotidienne. de Crime. Ouais, la quotidienne, ouais. Oui, pas le Prime. Non. Putain, Morandini qui marche, c'est quand même un truc de ouf, non? On est d'accord. Enfin, c'est... Ouais, il a 50 piges, donc heureusement qu'il marche à son âge. Ah, c'est drôle. Ah, allez. Mais il non, marche mais peut-être avec les gens de son âge. sur CNews, son émission, moi qui avec son fond vert dégueulasse, Ça marche bien. je pensais que ça allait même pas faire une saison et au final on est déjà à sa 2e voire 3e saison sur CNews. Plus. Oh, plus. Même plus C'est déjà. ça, ouais. Depuis 2017. Oh là là. La vraie- Oui, c'est ça, ouais. Quel Ouais. tanasse. Il y a eu le c'était cordon époque, sanitaire pendant dit- un temps et là, Non-Stop People aurait fermé. On sait toujours Oui. pas. C'est une jeune mort vivante. Mais il tourne toujours le code Non-Stop People parce qu'il a pas le droit de le code CNews. Et oui, tant que son procès n'est pas fait, il a toujours pas le droit. Bah, c'est compliqué. C'est une histoire de cordon sanitaire, etc. que les grévistes de l'époque avaient négocié. Mais maintenant qu'il n'y a plus aucun gréviste Oui. télé à CNews, on se demande pourquoi ça tient encore. Mais bon. Moi, je suis étonné qu'il fonctionne encore, que les gens se soient remis à regarder Morandini. C'est quand même un truc de. Enfin, je trouve ça. C'est pas que Morandini après, c'est typiquement aussi le style, le genre d'émission, qui Oui. est quand même une émission de faits divers. Ça attire le public, mine de rien, le fait divers. Ouais, Et ouais, non, puis, mais pour euh, ok, mais pour son émission qui passe sur CNews, ça marche. Il est devant ouais, BFM c'est plein vrai, de fois ça, et tout, honnêtement, c'est fou quand Mais même. après, rien ne ressemble à une émission de CNews qu'une autre émission de CNews. Donc,
t'as 4 mecs blancs autour d'une table et puis ça débat de l'extrême droite. Voilà. Oui, enfin. Jonathan dit un truc très juste, les gens regardent CNews, c'est déjà un souci. Oui, oui, non, mais ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait bien même avant que CNews soit la chaîne qu'on connaît maintenant. Les premières années où tu avais Morandini, mine de rien, l'émission fonctionnait. Et c'est ça, ouais, c'est ça qui est fou, c'est que on l'a tellement vanné, on lui a tellement mis cher et tout par tout le monde de tous les bords quand il y a eu le problème c'est qu'il a mis cher à tout le monde aussi, mais. Bah oui, mais ouais. mais non mais. Je me dis, moi, quand l'histoire était sortie, je me suis dit, ça y est, Morandini, on va être débarrassé, c'est terminé, au revoir, plus personne ne voudra le reprendre. Et au final, et même si quelqu'un le reprend, ça va pas marcher. Et au final, le mec, ça y est, les gens le regardent, quoi. C'est continue de le regarder. On a que les gens ont zappé sur Morandini, on peut y aller jusqu'à 3h du matin. Oui, c'est clair, on va passer à autre chose. On reste dans les records, tiens, tu parlais du record du coup de crime. Il y a eu d'autres records, l'émission préférée de Arnaud. Tout le monde a son mot à dire. Record Attends. C'est pas l'émission où j'étais champion ? Ah, je crois. Oui, exact. T'as ton mot à dire. Troisième record d'audience de la semaine pour Tout le monde a son mot à dire la semaine dernière. 3 fois d'affilée. L'émission de vendredi, je crois que c'est celle de vendredi, elle a fait 1 450 000 téléspectateurs. Un nouveau record pour Tout le monde a son mot à dire. Depuis qu'Arnaud n'est plus de jeu, l'émission fonctionne. Alors, est-ce que je peux nuancer ? Ah, nuance. Vas-y, nuance donc. Leurs records se font sur la part de marché. Ouais. T'es en train de nous dire que tu faisais plus d'audience en individu, toi. Comment ? Tu veux nous dire que tu faisais plus d'audience en nombre d'individus. Ouais, je suis en train de rechercher les chiffres exacts, mais j'ai fait des 1,4 million. Parce que Arnaud a un tableur avec ses chiffres d'audience, hein, c'est fou. Non, je l'avais mis sur notre Discord, mais j'ai fait un 1,4 million à un moment. Donc, j'ai fait. Bon, allez. Voilà, je tiens à le signaler. Merci. Et nous aussi, ça commence aujourd'hui, on a fait des 1,4 million, j'en fais pas tout un point non plus. Hein. Oh, le combat d'infirme. Ouais. Sauf que toi, tu n'es qu'une ligne dans un générique, alors que moi, j'étais la vedette du programme. Ça me suffit amplement. Vous êtes tous très en dessous du record de Reichmann avec Bruno le champion, hein, puisque la semaine dernière, il a fait 3,25 millions de téléspectateurs. Il y a eu un nouveau programme aussi la semaine dernière, ce sera le dernier sujet des audiences, après on parlera on aura le premier sujet du soir. L'émission politique de France 2 qui a été lancée la semaine dernière et qui démarre à 20h, c'est 20h. Qui me casse les couilles. Merci Arnaud. 20h22, hein, ça s'appelle comme ça, c'est le nouveau rendez-vous politique. C'est animé par Anne-Sophie Lapix, il y a Mohamed Bouafzi, Nathalie Saint-Cric et le premier invité, Xavier Bertrand. Il y a eu un buzz sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas eu de buzz à la télé. Et là, vous avez vu le visage de Anne-Sophie Lapix ? Énorme le truc. Ah oui, non, mais incroyable cette séquence. Si vous ne l'avez pas vu, en vrai, c'était très drôle à voir, mais voilà. Ouais, c'est pas très étonnant que l'émission n'ait pas fait une audience dingue parce qu'il n'y a pas eu une communication folle autour de cette émission-là. Il fallait savoir qu'il y avait une interview poétique ce soir-là. Xavier Bertrand, mine de rien, n'attire pas les foules. Alors, c'est même pas ça. Non, mais alors, ça va plus loin que ça, je crois, quand même, parce que France 2 devait avoir l'exclusivité sur une histoire de primaire de la droite, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il n'aura pas lieu. Qui finalement n'ont pas eu, puisqu'elle a été dévoilée peu de temps avant. Donc, du coup. Donc ils se retrouvent avec cette émission-là. Ils ont perdu une occasion d'avoir un truc supplémentaire pour leur émission, quoi. Et puis, on va quand même dire aussi que TF1 a eu Jean Castex en face. Il y a eu Jean Castex en face. C'est comme la semaine dernière où pour le lancement de l'émission Élysée 2022, il y a eu le débat Zemmour-Mélenchon. Oui. Donc la concurrence, comment on dit, cire la planche de France 2. Oui, mais ça c'est pas surprenant. Savonne la planche, pardon. Non, mais c'est pas étonnant. Enfin, là, on va rentrer en période présidentielle. Évidemment que tout le monde va se mettre à vouloir proposer des débats et des interventions politiques. Donc, Jonathan demande sur le chat, l'émission est perdue dans le journal de 20h. Bah, c'est vrai que. Non, elle est à 20h22 pile, comme son nom l'indique. Il y a quand même un générique qui la distingue. La mise en scène est un peu différente, même si elle reste globalement dans celle du journal. Donc, c'est un peu distinct, mais effectivement, c'est pas aussi distinct que pouvaient l'être certains rendez-vous politiques d'après 20h. Puis il y a Nathalie Saint-Cric, donc quand même pas pareil. Et j'ai une petite anecdote aussi. Pas tout tu parlais du buzz qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, mine de rien, ça a permis. C'est toujours ça, de toute façon, les buzz se répercutent rarement sur l'audience veille. Ouais. Parce qu'ils ont souvent lieu après. Non, bien sûr. Non, mais peut-être que ça va faire un coup de pouce pour les prochains numéros.
Peut-être que Ce du qui coup, m'a ça y est, un les peu gens vont plus se renseigner. dérangé. On verra, mais ce qui m'a un peu plus dérangé sur ce buzz-là, c'est que vraiment on sort potentiellement une question de son contexte, et la réponse de son contexte aussi. Là où France Info avait dit à son... Alors c'était plutôt la radio, mais sa conférence de rentrée, regardez, nous ce qu'on va faire, c'est publier les éléments dans le contexte. Bon après là, c'est un compte séparé de France Télé qui a publié le morceau en question, qui a été retweeté plein de fois avec la fameuse punchline de la... Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un gros contexte non plus. Si, bah, moi, ça me dérange toujours d'avoir une question, un silence et pas la réponse derrière. Enfin, ouais, mais bon, là, extrême, franchement, m'a vraiment gêné. le blanc, c'est le blanc quand même qui est intéressant, même si tu sais qu'il y a un truc après. Tu peux avoir le blanc, puis moi, ce genre d'extrait me gêne toujours par rapport à ce que ça veut dire sur le débat public. Enfin, Quotidien a rediffusé l'extrait ce soir, ils l'ont publié sur leur compte Twitter, ils ont mis la réponse de Xavier Bertrand derrière. Ils l'ont coupé juste après la réponse de Xavier Bertrand, mais ils ont repartagé l'extrait avec donc le blanc qui est sur le plateau, la tête d'Anne-Sophie Lapix et tout, mais ils ont laissé la phrase que dit Xavier Bertrand juste après, qui dit « Non mais vous savez quand même très bien que je suis quand même le mieux possible. » Enfin, il redit exactement la même chose juste avant. Ouais. Quoi. En fait, il a pas d'accent, Xavier Bertrand, tu sais. Non, je sais, mais bon, j'avais envie de lui mettre un contexte... accent, je trouve. Il a un peu la bonhomie, voilà. Si tu prends tout le contexte de la question, le début de l'intervention de Bertrand commence par « Ah oui, vous savez, moi je suis le mieux placé dans les sondages », à quoi Lapix répond « Oui, mais les sondages, on met jamais au second tour. » Ce qui en fait prouve qu'il y a des bons intervieweurs sur France 2. Potentiellement, ils sont pas dans l'émission de 20h50 dans Elysium 2022, mais ils sont dans le 20h. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà donc, pour ça, on verra ce que ça donne, hein, 20h22, ce sera jusqu'au présidentiel, donc on aura le temps d'en reparler. On passe tout de suite. Une petite remarque sur 20h22, vite fait. Oui. C'est la première fois qu'il n'y a pas de plexiglas qui sépare les intervenants. Il n'y avait pas de plexi entre Nathalie Saint-Cric et Mohamed Bouafsi, sachant que les plexiglas c'était une demande des syndicats. C'est pour ça que sur les programmes tournés à France Télé, il y a des plexiglas partout. D'accord. Ouais. Eh ben merci. On sort du Covid de toute façon. On sent qu'on sort du Covid. On en reparlera tout à l'heure dans le Média Express. Le sujet qui arrivera dans 20 minutes. Voilà, on en reparlera du Média Express, mais on parlera du public qui est de retour dans les émissions, qui avait arrêté d'avoir du public depuis un petit moment. On en parlera dans le Média Express, mais pour l'instant, voici le premier sujet du soir. Évidemment, le premier sujet de soir, on ne pouvait pas ne pas en parler. Le décès de Bernard Tapie qui est mort ce week-end, 78 ans. On rappelle qu'il avait eu un cancer. Ça faisait plusieurs années qu'il l'avait, qu'il se battait contre ce cancer. Et donc mort ce week-end, c'était quand? C'était dimanche. C'était hier. Alors pourquoi on parle de Bernard Tapie? Parce que bon, il a eu plein de métiers différents et dans tous les métiers qu'il a fait, il a été un homme d'affaires dans les médias, un homme présent dans les médias, puisqu'il a été entre autres animateur télé. J'avais partagé ce week-end un extrait de À tort ou à raison. C'était la seule émission que j'avais vue de Bernard Tapie quand j'étais gamin. À l'époque, Bernard Tapie, à tort, c'était dans les années mi-2000, 2003, 2004, je crois, un truc dans le genre, à tort ou à raison. Ça avait été un beat total, il y avait eu 5 émissions, et puis après, ça s'était terminé. Donc voilà, moi, c'était le seul souvenir télé que j'avais eu de Bernard Tapie, c'était à tort ou à raison, mais il a fait plein d'émissions télé. Donc ce soir, voilà, on parle de lui. Il y a les chaînes qui bouleversent leur programme pour rendre hommage à Tapie, on va en parler, mais juste avant, est-ce que vous vouliez dire un mot sur ce sujet et sur la carrière de Bernard Tapie en général? Qui veut commencer? Bastien, vas-y. Ouais, Tapie, on peut dire plein de choses. Enfin, on va pas forcément parler de l'homme sportif, l'homme d'affaires, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de publications qui parlent de lui, notamment dans l'IB ou dans Les Jours, sur les facettes un peu plus sombres aussi. Ouais. Mine de rien, parce que Tapie n'a pas été que le king dont tout le monde parle. Ah non, clairement non. Clairement pas. Moi, l'image que j'ai encore de Bernard Tapie, c'est celle où, au moment de la privatisation de TF1, il a été actionnaire de TF1, Bernard Tapie, malgré tout. On l'oublie, mais du coup, il a participé à toute la victoire du clan Bouygues. Il y a une scène qui ressort notamment dans le documentaire télévision Histoire secrète, qui ensuite est ressorti, si jamais, je crois qu'il est dans l'extrait de Ludovic B. Où il est dans sur les sa série télévision Histoire secrète version Wish, ouais, je connais. C'est ça. Vachement... Ouais, c'est ça. Mais voilà, donc de Bernard Tapie qui va entraîner Bouygues et son équipe à passer les auditions devant le CSA. À dire, regardez, il faut vous présenter comme ça, et à vraiment essayer de leur faire marketer le truc, leur faire brander le truc. Quoi. C'était du coaching. C'est du coaching pur et dur, et ce qui fait que en posant les questions les plus vaches possibles, les questions auxquelles ils vont forcément pas s'attendre, en les préparant à la dure, quoi.
Et tu vois, il y a des extraits, et qui sont des extraits super rares de ces entraînements d'interview où Tapi dit bah voilà, machin va te poser la question, ça va passer comme ça. Parce qu'il savait comment allaient se passer les auditions, parce qu'il savait comment ça se passait dans le milieu des affaires, il savait que ça allait être dur, en tout cas comme audition. Est-ce qu'il a participé aussi à toute la campagne de lobbying qu'il y a eu avant pour Bouygues, pour qu'ils obtiennent TF1, on ne sait pas. Mais moi, c'est vraiment cette image-là de Tapi, c'est comment il a aidé TF1 à choper, comment il a aidé Bouygues à choper TF1. Et il était actionnaire longtemps de TF1 ou pas? Je pourrais pas te dire Je combien sais de temps, pas. mais il était actionnaire à titre privé au moment où ça a été privatisé. D'accord, ok. Salut Aldestream qui vient de nous rejoindre sur le chat, salut à toi. Il y a Odizor qui nous dit c'était bien à tort ou à raison. Alors, je sais pas si c'est... Moi, j'étais trop jeune pour comprendre les sujets d'à tort ou à raison, puis c'était trop tard, donc je regardais Ça pas. passait à 22h40. Ouais, c'est ça passait en seconde partie de soirée. C'était le mardi soir ou le jeudi soir ou le lundi soir, je sais plus. C'est en Lundi deuxième soir. partie de soirée. Moi, j'étais trop jeune pour clairement comprendre les sujets, et puis j'étais couché à cette heure-là. Mais je voyais les bandes annonces et tout, et puis c'était l'événement. Je me souviens qu'à l'époque, moi, je m'intéressais déjà aux médias même quand j'étais gamin, et je me souviens qu'à l'époque, le retour de Bernard Tapie à la télé, ça avait fait un buzz incroyable. Bernard Tapie de retour avec une émission de débat, machin, à tort ou à raison, sur les faits d'actualité, machin. Ça avait fait pas mal de buzz. Oui, Pacom. Tu parles d'à tort ou à raison, mais il y a eu une autre émission bien avant, dans la même période que la privatisation de TF1. En 86, il y avait une émission qui s'appelait Ambition. Ambition. Et en fait, Ambition, alors du coup, je vais faire un peu pareil que Bastien. Il y a un moment qui est dans la télévision des années 80, un documentaire qui repasse 15 milliards de fois par an sur France 3, qui montre un passage assez fort où c'est Tapi qui, pour sa première émission, alors c'est raconté par Jacques Séguéla, qui raconte que Bernard Tapie, on lui a donné un papier avec tout ce qu'il devait dire en introduction de l'émission, sachant que, alors je sais plus où c'était tourné, mais c'était une grande... C'était dans des palais des sports, il y avait Bercy, Ouais, c'est ça, Grenoble, une grande salle, et tout. grande salle de spectacle, enfin un grand stade, et il devait faire une introduction pour aller jusqu'au stade, pour marcher, aller jusqu'au stade, arriver sur scène, etc. Et c'était sa première télé, vraiment en tant qu'animateur. Et vraiment, Séguéla le montre en tant qu'un peu héros, enfin il héroïse à fond la situation, mais il y a quand même un truc assez fort où le mec n'a jamais fait de télé en tant qu'animateur et il lui suffit de lire juste un bout de papier avec tout ce qu'il doit dire et derrière, direct, parce que c'était en direct, il le fait d'une traite, sans problème, avec une fluidité qui est assez déconcertante. Et voilà. Et c'est vrai que c'est une image qui est assez, qui paraît banale sur le papier, mais quand tu essayes de remettre dans le contexte, ça montre aussi le pouvoir d'orateur, la puissance que pouvait avoir oralement Bernard Tapie, qui savait capter en fait l'auditeur, qui savait capter le téléspectateur dès le départ. C'était un vrai marchand de tapis. Oh, la le jeu de blague. mots. Mais Elle est belle, il y a vraiment ce truc de marchandage en fait, vraiment de promotion qui pour le coup marchait très très bien dans cette introduction-là. Clairement, il avait une école. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées à l'école Tapie pour apprendre la vente, pour apprendre le monde des affaires, etc. Hein. C'était voilà, c'est là-dessus. Il a été controversé, c'est sûr. Mine de rien, je pense qu'il a pas trop mal réussi dans le monde des affaires. Tout ce qu'il a entrepris dans le monde du sport et tout, il a réussi. Et même en politique et ses interventions télé lors des débats, bon, avec Le Pen, lors des élections législatives de 92, en 94, bon, avec l'histoire avec Paul Amar qui avait voulu sortir des gants de boxe et ça avait pas du tout fait rire ni l'un ni l'autre. Enfin voilà, c'est là où il était très fort. C'était un excellent orateur. C'est un mec qui avait une gouaille et un franc-parler qui plaisait forcément à beaucoup parce que, comme on dit, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Non, mais et au-delà de ça, même à la fin, quand il était un petit peu sorti du monde des affaires, du monde de la vie publique, on va dire, son combat contre la maladie qu'il transmettait au travers les nombreux reportages qu'il a fait, que ce soit dans cette A8, que ce soit avec Delahousse, ou les interventions en plateau, c'était une philosophie de vie, quoi. Il a été impressionnant là-dessus et rien que pour ça, c'est respect le bonhomme, quoi. Cowboy nous dit sur le chat, Tapi l'a chanté,
il a réussi sa vie. C'est vrai qu'il avait sorti une chanson de réussir sa vie. Et saviez-vous que si Bernard Hinault a été vainqueur du Tour de France en 84 et Greg LeMond en 85, c'est grâce à Tapi et à une entreprise neversoise. Ah, qui faisait du dopage, c'est ça? Non, c'est Look Cycle, enfin Look Fixation, qui faisait des fixations de ski, et Tapi l'a racheté pour 1 franc symbolique. Il a dit on va arrêter les fixations, on va faire de la fixation de de pédalier, et après il a fait des cadres en carbone. Quand il est arrivé, il a fait un plan social où il a viré une centaine de personnes, enfin bref. Et il a fait ça, et du coup, ça a servi aux équipes qu'il avait en cyclisme, et ils ont été vainqueurs du Tour de France. Oui, tu fais bien de préciser quand même qu'il a fait des plans de licenciement quand même. Faut pas oublier que Bernard Tapie, il a mis au carreau pas mal de gens dans sa carrière en rachetant des entreprises et tout. C'est quand même... Oui, c'était pas un homme tout blanc, là, voilà, c'est pas un Crédit Lyonnais, par exemple. Voilà, par exemple, le Crédit Lyonnais, Adidas, par exemple. Voilà, des trucs dans le genre. Bastien nous conseille un livre. Oui, Bastien. Ce livre-là, Éric Métro, Sport et Télé, liaison secrète. Hop, le truc. Il y a notamment, donc c'est un livre de 500 pages sur les liaisons entre le sport et la télévision, de la création de la télévision jusqu'aux années 98 en gros. Et il y a notamment 60 pages sur l'affaire VAOM. Comment Tapi a accepté des interviews des uns, des autres, pas des autres, où il traite des journalistes de mange-merde, enfin vraiment, Tapi dans toute sa splendeur. Il y a une centaine de pages, il y a tout ce qu'il a fait à l'OM, comment il a failli taper Pascal Pro, notamment. C'est important de s'en rappeler quand même. Il fait partie des gens qui ont tapé Pascal Pro. On aimerait tous être à sa place. Pas actuellement, non, clairement pas. Hein. J'aimerais pas être à sa place aujourd'hui. Oui, non, oui, pas mal là maintenant. J'irais même plus loin si vous pouvez échanger Pascal Pro et Bernard Tapie. C'est clair. Mais ouais, déjà, c'est la chimio pour vous, pas ouf. Ouais, vraiment, je vous conseille pas dingue. Sport et Télé, liaison secrète, si jamais vous vous intéressez à toute cette histoire du sport à la télé dans le début des années 90, avec notamment un certain nombre de pages sur Tapi, sur la relation à la télévision quand il était dirigeant de l'OM. Et pour le gagner, retweet et follow. Bien sûr, et ceci n'est pas un placement de produit. Hein. Ce n'est pas un placement de produit. Non, c'est une vraie recommandation, encore dispo dans la librairie. Il date de 96, je l'ai acheté neuf, donc c'est dire à quel point il en reste. Ouais. Tu vas acheter neuf? Tu vas lire les neufs? Je vais lire les neufs. Non, mais ils sont très bien. Non, vraiment, frère Rocco, Éric Métro, Sport et Télé, liaison secrète. Pas comme tu voulais dire quelque chose? Oula. Non, ça dépend si quelqu'un voulait intervenir avant, ouais. Je me dis, il y a des gens qui veulent raconter des souvenirs de leur côté avant, peut-être c'est mieux. Tapi, ouais, c'est Commissaire Valence aussi. Oh putain, oui. oui, exact. Parce que Commissaire Valence. Et tout, mais il a aussi fait des daubes. Oui, clairement, oui. Ça en fait partie. Commissaire Valence. Ouais, puis il a tourné dans un Lelouch, et ça, c'est peut-être même encore pire. Parce que un clip de Doc Gynéco aussi. Oh la vache. Un clip de Doc Gynéco, ça je l'ai découvert aujourd'hui. Ah ouais, c'était quoi? Elle était sympa cette chanson un peu. C'était quelle chanson? À l'époque, je me rappelle. C'était beau quoi la la vie, chanson? ça s'appelle. C'est toujours le gangster qui contrôle la terre, un truc comme ça. Et je sais c'est bien Tapi, effectivement. Ouais, tout à fait. T'as le titre, toi, Jérémy? C'est beau la vie, ça s'appelle. C'est beau la vie. Oui, D'accord. oui. Je tape ça, j'irai voir ça après l'émission. Gynéco. Hop. Je cherche pas un gynéco, hein, c'est Doc Gynéco. Doc Gynéco et Bernard Tapie, c'est beau la vie. Très bien, j'irai voir ça. Bernard Tapin, Doc gynécologue à Marseille. J'irai voir ça tout à l'heure. Merci. Très beau pseudo. Mateus. Merci Mateus pour le pseudo, pour le follow. Du coup, forcément, Bernard Tapie, quelqu'un de très très connu, très populaire. Du coup, forcément, les chaînes de télé lui rendent hommage. Qu'est-ce qui se passe à la télé en ce moment? Parce que bon, il y a sûrement des trucs qui ont été diffusés hier, donc ça sert à rien de les citer. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? En bas, non? Pardon? Bonjour. Non, bah ça te fait signe. Je voulais parler pour rendre un dernier hommage de Tapi. Ah, vas-y. Pardon, vas-y, pas Avant comme que j'avais tu pas passes vu. aux J'étais sur l'article, j'avais pas Oui, vu. non, mais il n'y a pas de souci. Non, du coup, je vais conclure là-dessus dans ces cas-là. En fait, c'est quand même fou parce que Tapi, du coup, moi, j'ai surtout vu, on va dire, son personnage médiatique, en tout cas, je l'ai surtout vu au travers des Guignols, déjà. Oui. Ça, c'est quoi? Il faut quand même l'évoquer parce que ça, c'est quand même un truc fou. Mine de rien, c'était déjà le cas avec Chirac, mais c'est un truc... On se rend compte vraiment de l'impact aujourd'hui qu'ont les Guignols dans l'inconscient populaire, dans la culture. Ne serait-ce que l'AFP qui, dans ce communiqué, justement pour annoncer le décès, fait l'évocation des Guignols. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose que je trouve assez fort. Ouais. Qu'une émission satirique
ait autant eu d'impact sur la vision qu'on a d'une personnalité publique. C'est quand même assez fort. Et évidemment, Nanar, c'était évidemment ça c'est beaucoup ressorti, la combinaison Nanar, évidemment. Enfin, tout le personnage autour de Tapi qui avait mis en avant les Guignols, son côté franc-parler, les couilles de la vie, vraiment la gouaille, quoi. C'était la gouaille de Tapi, quoi. Et ça, déjà, moi, ça m'a marqué en tant qu'enfant, évidemment, qui a grandi devant les Guignols. Mais il y a aussi un dernier truc, vraiment, la dernière chose que je vais évoquer, c'est vraiment tout un passage dans le zapping. Généralement, regardez le zapping juste pour voir l'évolution temporelle de la télévision et des faits de société, c'est hyper intéressant. Et sur Tapi, il y a des gros passages dans les années 80-90 qui montrent bien le personnage qu'il était, qui est représenté, et aussi le personnage la vision des gens autour de ce personnage-là. Et moi, il y a un passage, alors je sais plus du tout l'émission, hein, vraiment, mais c'était TF1, c'est tout ce que je sais, où t'as une personne vraiment très dandy qui descend d'un escalier. Et le journaliste lui demande quelle est votre influence à vous? Écoutez, moi, mon influence, c'est Bernard Tapie. C'est un grand homme, riche, avec un franc-parler. Moi, j'aimerais être comme lui, ouais, c'est sûr. C'est quoi? Vraiment, avec tout ce qui est à côté dans le zapping où tout montre vraiment le côté escroc, le côté un peu, entre guillemets, mafieux de Tapi sur certains aspects, toutes ces affaires qu'il avait au cul, etc., ses coups de gueule, sur les plateaux télé. Et on te montre ce passage-là en particulier parmi toute cette masse d'images, très particulier en fait. Vraiment tout le rayonnement et tout le rayonnement qu'a Tapi, le fait qu'il était aussi multitâche, plein de tentacules dans tous les sens, dans différents domaines. Enfin, c'est assez fou en fait médiatiquement comment il était représenté et quelle image il a donné à la télévision. Ils étaient très forts, les Guignols, pour ça. Enfin, c'était pareil avec Chirac et d'autres. Là, je parlais pas des Guignols, je parlais vraiment d'une vraie image pour le coup. Mais après, ça montre aussi que Tapi était un homme de communication et qu'il arrivait à fasciner les foules malgré tout. Oui. C'est fou, enfin, je trouve ça assez dingue. Ouais. Du coup, pour les chaînes de télé qui font des hommages, en fait, tout a été fait hier quasiment. Il y a Paris Première qui depuis ce soir a diffusé la pièce Les Montagnes Russes où il jouait dedans. Le 93 Faubourg. Et le 93 Faubourg Saint-Honoré de Thierry Ardisson avec Bernard Tapie qui date de 2004. Il y a Canal+ aussi qui a lancé un communiqué aujourd'hui en disant qu'ils allaient faire un hommage, qu'ils font un hommage aussi avec une pièce de théâtre. C'était ce soir à 21h avec Un beau salaud, c'était mise en scène par Jean-Luc Moreau. Et à 23h10, tiens justement, tu parlais des Guignols, Pacôme. À 23h10, Canal, ils diffusent Génération Guignol spécial Bernard Tapie. Ah ouais, attends. Canal qui diffuse Génération Guignol, oui, c'est très étonnant puisque c'est un programme de Comédie Plus. C'est Canal ou c'est une chaîne de Canal? C'est sur Comédie Plus. Pardon. Ah oui, ça m'étonnait aussi. Je me disais, c'est sur Comédie les Guignols qui reviennent sur Canal, je t'avouerais que ça très chelou. C'est sur Comédie Plus et la pièce de théâtre aussi. Un beau salaud, c'est pas sur Canal, c'est sur Comédie Plus. C'est diffusé actuellement. C'est la nouvelle fiction d'Alex Lutz, La vengeance au triple galop. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'était ça ce soir sur Canal. Et donc, Canal n'a pas un numéro d'en aparté avec. C'est ce que j'allais dire. Apparemment, non. Non, mais ils ont la boîte à questions, comme à chaque fois qu'il y a des nécros à faire, ils ont la boîte à questions qui a été diffusée ce soir. La boîte à questions. Oui, elle est dispo, la boîte à questions, je crois. Oui, elle est sur YouTube. Une pensée pour tous les services nécrologie dans les rédacs. Le frigo se vide de plus en plus. Ah ouais, bah là, il leur reste qui? Il leur reste Lynn Renaud, Alain Delon. Non, alors Lynn Renaud, c'est le congélateur. C'est plus un frigo. Michel Drucker, c'est prêt aussi, je pense. Bon, il leur en reste, t'inquiète. Mais c'est vrai que ça a été bien vidé là, ces derniers temps. Voici tout de suite le Média Express. C'est bien, personne n'a réagi. Et on commence, justement, on en parlait juste avant de parler de Bernard Tapie, l'après-Covid qui s'installe, puisque le public est retour dans certaines émissions, notamment chez Nagui dans N'oubliez pas les paroles, et chez Yann Barthès avec Quotidien. Quotidien, ils ont compté 564 jours qu'ils n'avaient pas fait revenir de public. Alors, je crois que c'était juste pour une fois, aujourd'hui, ils n'avaient pas de public, je crois, Quotidien. Non, c'était événementiel, voilà, c'était événementiel parce qu'ils recevaient Ed Sheeran, voilà, et donc du coup ils ont fait revenir du public pour ça. N'oubliez pas les paroles, par contre, ça c'est pour tous les jours, ça c'est pas juste là le public. Est-ce que les émissions qui sont diffusées depuis mardi de N'oubliez pas les paroles ont été mis en boîte en septembre?
qui sous-entend que les émissions d'avant, c'est-à-dire jusqu'à la fin de semaine dernière, étaient en boîte de début juillet. Ah d'accord. Et oui, donc à la base, donc les numéros précédents, c'était des figurants qui étaient là dans le public. Là maintenant, c'est du vrai public. Hein. C'est Jonathan qui nous pose la question. C'est du vrai public là qui est de retour dans N'oubliez pas les paroles. C'est pas, il a pas rajouté plus de figurants. Là, c'est du vrai public. Non, il y a des vrais gens. Ouais, c'est des vrais gens. Il y a aussi, mais de manière exceptionnelle, pareil, quand il y a eu, pareil pour Ed Sheeran, et ce sera aussi le cas demain. Non, c'était le cas aussi aujourd'hui. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Koé sur Énergie, la semaine dernière, ils ont reçu Ed Sheeran, et aujourd'hui, ils ont reçu Camila Cabello. Pour l'occasion, pour les deux, il y avait du public. Donc voilà. Et pareil, ils ont plus de public depuis le Covid. Là, ils ont fait revenir le public, mais pour l'instant, ça reste juste quand il y a des invités comme quotidien. Ça fait aussi des économies aux chaînes et aux productions, puisque tu payes pas d'agence pour recruter le public, tu payes pas de chauffeur de salle, et voilà, ça fait de sacrées économies. Oui, parce que quotidien, c'est quand même 200 personnes dans le public, donc c'est aussi tout un système à financer, le vestiaire, les hôtesses, le chauffeur de salle, les petits sandwichs pour faire tenir le public toute la soirée, etc. Et puis payer une partie du public, parce que le public généralement vient gratuitement, mais tu as toujours quelques personnes recrutés par les agences, ce sont des gens qui font leurs heures d'intermittence, etc. Exemple, les blondes derrière Hervé Matou. Voilà. Par exemple. Canal Football Club, oui, il y a des gens qui sont pas amateurs de foot, mais qui sont payés pour venir. Souvent, des étudiants ou des intermittents qui font leurs heures. C'est pas mal. Après, tu vois, sur ce genre de talk show, c'est à vous, ça fait depuis leur création qu'il n'y a pas de public, et personne s'est dit merde, faudrait mettre un public dans cet à vous. Et pourtant, ils ont aussi des infotainment, ils ont des concerts aussi et tout. Ouais. Mais ça fait partie de l'ambiance générale de cet à vous aussi. C'est ça qui est. Et que dans le quotidien, moi, ça m'a pas manqué. Il y a plus sur la partie humoriste où effectivement, c'est dur de faire des chroniques humoristiques sans public, mine de rien. Mais sur le reste, quand les mecs te parlent des misères du monde dans la première partie de quotidien, t'as pas besoin de public sur cette partie-là. Ouais, c'est clair. Mais du coup, c'est vrai que nous, dans notre cas, parce que du coup, voilà, je bosse pour c'est à vous, j'allais dire n'importe quoi. Je bosse pour ça commence aujourd'hui. Première nouvelle. Et première nouvelle. Waouh. Ah, c'est toi, Faustine Bollard De quoi? C'est toi, Faustine Bollard? C'est moi, Faustine Bollard. Elle a changé. En fait. Alors, hop là, j'enlève mon masque. J'entends rien de ce que tu dis. Vous parlez tous en même temps, c'est normal que vous n'entendez rien. C'est normal qu'on ne comprenne pas. Du coup, est-ce que je peux t'appeler Faustin? Faustin. Donc, oui, dans notre cas, ça commence aujourd'hui. C'est intéressant parce que ça fait depuis du coup la crise du Covid qu'il y a eu la décision de ne plus mettre de public logique. Mais cette décision, on l'a gardée encore pour cette saison. Et pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas, il y aura pas de changement à ce niveau-là. Et personnellement, je trouve, même si je fais pas partie de l'équipe d'écho, de l'équipe de prod, je trouve intéressant de pas mettre de public justement parce que c'est une émission de témoignage et que ça permet de réancrer davantage l'émission dans ce côté intimiste et d'enlever un truc voyeuriste qu'apportait le public avant. Et je trouve ça plutôt intéressant. Du coup, ça, ce que je trouve vraiment pertinent dans ce qui se passe actuellement, on est sur de l'après-Covid, on est en train de préparer le retour à la normale à la télévision. Et ce qui est cool, c'est justement de pouvoir réfléchir à l'utilité ou non du public. Dans notre cas, voilà, je trouve personnellement, en tout cas, que le public de Ça commence aujourd'hui ne servait peut-être pas forcément à grand-chose, si ce n'est pour les entrées d'invités. Si tant est qu'il y en a, parce qu'il n'y en a pas toutes les émissions. Mais du coup, on en a profité pour mettre un décor supplémentaire, un truc de face à face. Enfin, voilà, ça permet de réorganiser plein de trucs. Et dans le cadre du quotidien, c'est intéressant aussi de se questionner là-dessus. Est-ce que le public a vraiment un intérêt, sachant qu'on est sur une émission d'actualité, bon, même si c'est censé être un peu aussi une émission d'humeur, voilà, mais c'est un choix, c'est un parti pris. Que le fait qu'il y ait une remise en question, je trouve que c'est plutôt pertinent. Très bien. Un dernier mot, quelqu'un veut faire un dernier mot sur le sujet? Non, juste à quand le retour du public dans les 12 coups de midi, parce que c'est clairement dégueulasse. Le public qui applaudit en cam, ça ressemble à rien. Voilà, c'est tout. Un jeu, c'est un peu C'est vrai que pour les jeux, c'est vrai que surtout que question pour un champion, le public est de retour, tout le monde veut prendre sa place aussi. Je sais pas pourquoi les 12 coups ils continuent à avoir personne. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Envoyez Étoile qui dit J+7, l'émission qui annonce la promotion des gens, pas comme travail pour C'est à vous la semaine prochaine. Découvrez Bastien, directeur chez Europe 1, la semaine d'après, Alex chez Fun. Plutôt crevé pour un part. Non, c'est faux, Bastien, il travaille pour. Non, mais c'était une blague, parce que pas comme travaille pas pour C'est à vous. Radio Phare des Bretons, déjà. C'était une Ah, blague. de quoi? Faut la refaire.
Moi, je travaille pour France Bleu Armorique, la radio phare d'un Breton. Merci Bastien. L'annonce de la semaine dernière, c'était le Super Bowl. Le Super Bowl, on a eu le casting du Super Bowl pour 2022. Ça sera en février, fin février. Et ce sera Snoop Dogg, Dr. Dre, non pas Dr. Gray, ce qui n'a rien à voir avec Grey's Anatomy. Dr. Dre et Eminem. Voilà. Eminem. Giga hype. Ouais, j'avoue que moi aussi, je suis pas mal à hyper. Ah ouais, non, mais là, je suis hyper hypé, quoi. C'est mon adolescence. On Moi, est tant qu'il d'accord. n'y a pas Messi, c'est Paris. Moi, je suis pas. Non. Il y a Mary J. Désolé. Blige en plus, j'ai pas dit Mary J. Blige et Kendrick Lamar, en plus de Snoop Dogg, Dr. Dre et Eminem. On est d'accord que que ça va être le record d'audience, la meilleure audience de tous les Super Bowls, clairement. Je pense pas. Il me semble d'ailleurs que les Super Bowls baissent d'année en année. Si Oui, je mais dis pas bon, de bêtises. Là, vu le casting, à mon avis, ils vont tout casser. Hein. Oui, Pas The forcément, Weeknd, cette année, ça n'a pas cartonné non plus. Donc, Ouais, mais parce que t'as qu'un artiste, et puis The Weeknd, il est là que depuis 5 ans. Là, t'as Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, ils sont là depuis 25 ans, les mecs, quand même. Hein. C'est quand même des poids lourds. Hein. C'est pas des The Weeknd qui ont 5 ans de carrière. Hein. Attention. Hein. Non, Ouais, mais puis même- surtout, les mecs, c'est des institutions, c'est des mecs qui sortent quasiment plus de musique ou quoi, donc t'as l'effet nostalgie qui va C'est rejaillir. T'as Mary J. énormément de Blige. fois comment Mary J. Blige aussi, on la oui. voit plus, ça va être incroyable de la revoir aussi, de réentendre ses anciennes clair. chansons et tout. Pour moi, c'est vu le buzz que ça a fait sur les réseaux au moment de l'annonce, moi je suis persuadé que ce sera la meilleure audience au niveau mondial, hein, peut-être pas forcément en France, parce qu'en France on s'en bat un peu les couilles du Super Bowl et vu que Pas c'est tant diffusé que ça. tard, Il y a voilà. un essor, il y a un essor depuis quelques années quand même. Hein. Oui, Ouais. mais bon, globalement, voilà. Bah, ne serait-ce que la diffusion sur TF1 depuis quelques années, à la base, il me semble. Enfin, moi, je me souviens d'une époque où c'était diffusé sur W9, puis ensuite, du coup, c'est passé Ouais. sur TF1, si je dis pas de bêtises. Ouais. Dites-moi Ouais, si c'est je ça. me trompe, mais Ouais. je crois que c'est ça. 2 années sur TF1 avec le Voilà. mec Sur les titres, d'Automoto. Avec Donc, j'ai oublié le nom. Toronto, oui, exact. Oui. Donc ça oui, permet aussi l'an d'avoir un dernier, plus grand public, mine L'an de rien, dernier, sur le je crois Super que Bowl. c'était sur l'équipe. L'an dernier, je crois que c'était sur l'équipe. Oui, c'est Et clair. c'est l'équipe qui a les droits maintenant. Avec Mais la Gachère. moi, J'en ai aussi, hein. je pense que aux États-Unis, en tout cas, pour le reste, je sais pas, mais je pense qu'aux États-Unis, le casting là qui a été donné pour le show de la mi-temps, ils vont tout casser. Hein. Et je pense que les prix des spots publicitaires, je pense aussi, ils vont bien oui, mais ça, c'est augmenter chaque par année, rapport ça. à avant. Ça, c'est Est-ce chaque que année. c'est un pari du même niveau que Koh-Lanta, jamais sous les 4 millions? Ouais, mais là, j'aurais raison, tu verras. Là, je vais avoir raison. Clippez-le, on en reparle mi-février, je vais avoir raison. Clippé, quoi. C'est sûr. Clippez, Après, les amis, clippez. En record d'audience, je nuancerai quand même parce qu'il me semble que le record absolu c'était en 2010. Non, en 2000, non, pardon, en 2015 avec Katy Perry. Oui, Vous mais avez fait Ah 100 millions. oui. combien 114 millions aux États-Unis, rien juste aux États-Unis. Hein. Ouais. Donc, on verra. mine de rien, c'est pas, voilà, ça éclate pas les records tous les ans. Hein. 2010, ça avait fait un premier record, je sais plus, c'était qui à la mi-temps. Non, ils mettent pas là les. Non, ils mettent pas. Non, mais Grosse actu, hein. Oui, C'est grosse info. En 2010, ça avait battu un record, il y a quelqu'un. Non mais là, l'année dernière, il y avait The Weeknd, l'autre fois, enfin à chaque Avec fois du c'est un journalistique. artiste ou deux maximum. Là, tu fais venir quand même sur scène Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar. En vrai, t'as Après, 5 artistes d'un coup. Ouais, Excuse-moi, hein, mais le ça va temps n'est marcher, pas hein. extensible. Hein. Le temps n'est pas extensible. Le show de la mi-temps, il est calibré sur 15 minutes. Donc chacun aura peu de temps. Ouais. Et de mémoire, ça arrive régulièrement que tu un artiste phare qui a des artistes invités. Oui, oui. Exactement. Oui, mais Eliou, ils Billie sont- Eilish. ils sont- Moi, je ils suis sont très invités. déçu, d'accord. Ils sont invités, mais ils sont pas mis dans la liste directe. C'est juste l'artiste Voilà, phare qui est mis en avant sur Ouais. la pub. Là, déjà, ils te mettent direct les 5 noms. Donc très clairement, je pense que la hype, elle est beaucoup plus haute, beaucoup plus grande que les années précédentes où il disait juste, il y avait The Weeknd. Puis en plus, The Weeknd, son show était à chier. En plus, il était tout seul. Non, il a, oh non, il a non, fait tu un peux pas dire labyrinthe. ça. Il a fait un non, labyrinthe. non, On n'a rien non. compris là. Pas d'accord. Il a pris Je suis 8 pas ans pour d'accord. sortir Non, de son non. labyrinthe. C'est bon, il n'y a pas de spectacle. Pas d'accord. Si, Donc, monsieur Non, non. Bastien, il était nul à chier son. Non, il était pas d'accord. C'était nul à Après, chier. Là, tu vois, Vous êtes, Snoop vous Dogg. êtes, polémiste en fait. Non, mais là, Snoop Doggy Dogg, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Eh ben, on attend de voir les audiences. On verra les Trêve. audiences. de ça. jamais trop. Il faut la ressortir plus cette rêve. Catherine Barma ici. Autre actu... Ah, tu n'as pas compris la ref? C'est une vieille ref Voilà. du petit journal de Ah, Canal. le petit journal. Quand Snoop Le Dogg moment était de venu en malaise, France. l'analyse d'un moment de malaise.
Snoop Dogg Si était jamais venu en vous ne l'avez France, pas, ils avaient elle est interviewé dans un le chat de mec. Twitch et sinon on en parlera plus tard et c'est en description du podcast. Ok. Ouais. Juste pour finir la parenthèse Super Bowl, on rappelle que Bruno Mars est le meilleur show de la mi-temps de l'histoire du Super Bowl. Certainement. Certainement, oui, peut-être. Allez. Je m'en souviens pas. Nouvelle C'est actu, autre actu du Média Express. La France a un incroyable talent revient le 20 octobre sur M6 avec Karine Le Marchand à l'animation. Voilà, on peut passer à autre chose. Bon, on a fait cette C'est seconde. rushé. Non, c'est Media Express, et t'as raison. C'est ça, il est Ouais, 22, j'ai une 22h29, sinon. donc on va passer à autre chose. On reste sur M6 puisque M6 et Snapchat s'associent pour du contenu original sur Discover. Alors ils vont mettre des extraits des émissions de M6, ils vont les mettre sur Discover pour que ce soit regardé. Increvable cette émission d'Audial des Streams sur La France un incroyable talent. Oui, mais avec Karine Le Marchand à l'animation, ça risque de... Bon. Non, pas forcément. c'est pas vrai, Non, c'est pas parce qu'il y a Karine Le Marchand que ça va s'écrouler. Hein. C'est pas du tout ça. Ouais, je sais pas, autant mettre un frigo à l'animation, ce sera pareil. Non, mais non, on peut pas te laisser dire ça, Alex. Il y a eu combien d'animateurs de la France en incroyable talent? Non, mais je sais. Il y a eu 5 animateurs à la fuite. Moi, je l'appelle la fuite comme le hashtag. Hein. 5 animateurs à la fuite. Je peux pas nous dire que parce qu'il y a Karine Le Marchand, ça va s'effondrer. Non, mais... Je leur dis, calme-toi. Non, mais ce sera juste moins bien. La violence. Mais non, ça va pas être moins bien pour l'animateur. Tu regardes la France en incroyable talent pour l'animateur, toi? Non, Bah non. bien sûr que Tu non. regardes pour le jury, tu regardes pour les talents, tu regardes pas pour la personne qui anime. Ça a toujours été un supplément, mais c'est pas le centre c'est Maïtana Biraben. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais ça a jamais été. Moi, je me souviens D'ailleurs, je me souviens plus du nom de l'animatrice Sandrine. Normand. Merci beaucoup. Et Avec Alex Good. Tu vois, je veux parler sur les Alexandra il est meilleur que Karine Le Marchand. Bah, il est plus David émotif, Ginola, on il l'a aime plus oublié. les gens que Karine Le Marchand, par exemple. Sandrine Cormand? Non, Alex Good. Ouais, mais. Alex Good, il était plus, il était plus dans l'émotion que Karine Le Marchand, qui fait semblant de s'intéresser aux agriculteurs qu'elle interview. David Ginola était dans l'émotion, peut-être? Ah, mais David Ginola, c'était nul. J'ai jamais dit que David Ginola était un bon animateur. Il a quand même une saison 28, là. David Ginola, était nul à chier. D'ailleurs, il avait rien à foutre dans cette émission. Non, c'est vrai que c'était un peu le. C'est sévère, Alex. Oui, non, il est je nul suis pas à chier. sévère. De toute façon, l'autre qui est là, c'est les nuls aussi. De toute façon, ils sont tous nuls sur Ce qui est bien avec Alex, c'est que toutes les semaines, il y a un thème où il est catégorique, c'est de la merde. Ah oui, à chier. c'est à chier. Ça aurait été Marie Portolano, ça aurait été mieux. Je suis Mais d'accord. voilà, on est d'accord. Ah oui, peut-être. voilà. Oui, mais elle va pas faire toutes les émissions d'M6 non plus. Eh ben, elle devrait, c'est bon. Non, Alors, faut pas déconner non plus. À un moment donné. moi, je veux voir Marie Portolano dans Turbo. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ok. Non, Dominique Chapat, on fera jamais mieux. Ah, je sais. c'est clair. On se le dit. C'est une... Du coup, Chapat, il y en a pas deux. M6 et Snapchat. Il y a encore des gens qui utilisent Snapchat. Apparemment 13 millions. Eh bah, quand même, hein. Et bah, dis-toi que Des campagnards. les jeunes utilisent Snapchat. Hein. C'est le grand jeu au collège. Tout le monde doit faire ses flammes. Ah ouais. Donc, ouais. Pour les jeunes générations, Snapchat, c'est super la mode. On en parlait il y a pas longtemps, mais France Inter relance des Snap Shows aussi. Lors de la conférence de rentrée, ils ont annoncé ça. Le Monde a relancé ses éditions sur Snap, justement. Ils sont plus dans Explore, mais ils font des Snap Shows aussi. En fait, t'as quand même toujours. Nous, on n'est plus de cette génération-là, mais alors, on est ni TikTok ni Snapchat, hein, c'est pas Ouais. nouveau. On n'est plus de TikTok, les j'étais jeunes, plus là, TikTok avec que Snapchat, personnellement, Allez là. mais, plus TikTok aussi, En même mais temps, Dab, en fait. Dab. Non, mais Voilà. les Discover, c'est mort, mais Snapchat est encore utilisé par une certaine partie. C'est pour ça qu'il y a quand même une volonté de la part de certains médias de s'y installer malgré tout ce que tu continues à avoir du public. Ouais, mais justement, Oui, oui, Discover, c'est- enfin, les jeunes, ils vont Non, vraiment ça, regarder oui, Il y a Discover. vraiment des gens qui vont. Non, mais c'est non, pas non, Discover qu'ils font. C'est pas du Discover. Le Monde a abandonné Discover, puis personne n'est sur Discover. Là, c'est vraiment des snapshots. T'ajoutes M6, t'ajoutes Le Monde, machin. T'as ça qui va t'être poussé. Ah, d'accord. Mais bon, est-ce que les gens vont le faire? Enfin, ça veut dire qu'il faut Oui, avoir la mais démarche de dire, tiens, je vais ajouter le compte Snapchat d'M6. Faut Ça que les coûte jeunes rien. le disent. Ça coûte rien aux médias de le faire. Ouais. Si, des employés. Et tu peux toucher du monde. Oui, il faut y aller. Faut tester. Tu perds Ah oui, rien à oui, tester c'est un ça. intérêt. Hein. C'est un intérêt. En fait, Snapchat a plus de force de frappe qu'on l'imagine. On a tendance à trop le reléguer au rang de petit réseau social qui intéresse plus personne parce qu'il s'est fait bouffer par TikTok ou Instagram, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que, effectivement, on pourrait peut-être plus le mettre sur la tranche d'âge en concurrence aujourd'hui avec TikTok. Et pourtant, ça reste deux trucs très différents, en fait. Donc, Ça me paraît pas incohérent que les médias investissent de moins en moins sur Facebook et de plus en plus sur Snapchat. Ah oui, bah clairement, oui. Ouais,
Parce que le public de Facebook, c'est ceux qui les regardent déjà à la télé en linéaire. Et d'ailleurs, petit aparté, en parlant de Facebook, apparemment les Anonymous revendiqueraient le hack de Facebook. Ah bon? Oui, parce que du coup, pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est le soir où il y a tout Facebook est down. C'est le même premier Twitter soir où un Facebook petit est peu. down. Donc voilà. Messenger, Instagram, etc. Peut-être que quand vous écouterez, Facebook sera encore down, mais là on est le premier soir. Ouais, c'est vrai. C'est les Anonymous qui revendiquent le hack. Le hack, ouais. Ah ouais. Ça vient de sortir C'est là? compliqué parce que les Anonymous Ouais, étant ouais, une entité assez disparate, c'est compliqué de dire qu'ils revendiquent au sens d'Anonymous. Mais Ouais. En gros, t'as le compte Your Anon News, un Ouais. compte en anglais suivi par 6 millions, plus de 6 millions de personnes, Ouais. où en gros, oui, ils disent que, que en gros, c'est histoire de casser un petit peu la grande machine Facebook, c'est pour ça que tout ce qui est Instagram et tout ce qui appartient à Facebook au final a été hacké, quoi. Ouais, bah ça, Et qu'on moi, parle ça me d'eux, fout dans la merde parce que moi j'utilise WhatsApp pour mon taf. Du coup, on peut plus parler. c'est compliqué parce que Il va falloir se potentiellement, parler en vrai, comme faisaient nos parents. Mais oui, mais il y a des Non, gens non, qui c'est bossent ça. encore à distance. Hein. au début, Bah, la source appelle-les, du bug sinon. était plutôt attribuée à tous les serveurs DNS. Donc en gros, les serveurs DNS, c'est ceux à qui vous dites où est Facebook et vous répondent Facebook, c'est là. C'est comme je disais, c'est où l'Alexarbé sur Twitch. Et le serveur vous répond c'est sur twitch.tv, la slash Alexarbé, ou sur j+7.fr. Bien sûr. Et en fait, ces serveurs-là qui disent en fait, on sait pas où est Facebook. Donc pour l'instant, c'est à ce niveau-là qu'il y a un bug. C'est en gros, tu vas sur facebook.com, le mec te dit je sais pas où c'est. Mais est-ce que ça va durer longtemps? Bon, c'est pas. C'est une panne d'une ampleur inattendue et donc ça peut durer encore quelques temps. Oui, vu le temps que ça dure là depuis 18h française et les 22h35 au moment où on enregistre, où on est en direct, si vous nous regardez en direct, coucou le chat. Oui, ça peut encore durer un certain temps. Ouais. Surtout que je crois qu'ils vont refaire des trucs manuellement là. Donc, de toute façon, t'as pas le choix. Là, ils ont pas le choix, faut faire des trucs manuellement et là, ça devient comment tu gères ça. Enfin, c'est très compliqué dans le genre d'entreprise de gérer ce genre de panne. Quand ça dure aussi longtemps, c'est vraiment qu'il y a un beau souci. Mais c'est toujours le moment où tu réalises à quel point on est tellement. On peut plus se passer aujourd'hui de tous ces services. Et malheureusement, le problème, c'est qu'on est tellement. Oui, de un, c'est tout est centralisé et surtout. Ça permet de se rendre compte que les serveurs, en fait, ils sont quand même pas infaillibles. Et ça fait quelques années maintenant qu'on commence à avoir de plus en plus fréquemment des pannes du côté de plusieurs réseaux, de plusieurs sites. C'est pour ça qu'il est peut-être temps que les grosses entreprises comme ça passent sur la blockchain pour éviter les pannes comme ça. Rien à voir. Ça n'a rien à voir, Alex. Rien à voir. Je vais t'arrêter tout de suite, ça n'a rien à voir. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est pas du tout ce problème. Non. C'est pas du tout ça. Non, le problème, c'est la centralisation. Enfin. Si tu fais de la décentralisation, tu peux utiliser la blockchain pour la décentralisation. Oui, mais la blockchain ne te permet pas d'héberger du contenu. Enfin, ça n'a rien à voir. Ah ouais? On pourrait durer 8 ans sur ce débat-là et on va faire court parce qu'on est dans le Media Express sur lequel on est déjà sorti du thème. Le problème, c'est vraiment la centralisation, le fait que tu te fies sur quelques serveurs, tu te fies sur quelques cloud providers qui vont te supporter le tout. Et que là, c'est quand même. Facebook, c'est pas les dindons de la farce. C'est les perdants de l'année. C'était perdants de l'année, je veux dire. C'est pas les perdants de l'année. Je pense qu'ils ont décentralisé tous leurs serveurs un peu partout et que globalement, eux, leur infrastructure est décentralisée malgré tout. Là, l'ampleur du bug est quand même assez inédite. Même si tu vois, d'habitude, Facebook bug, ça dure 10 minutes, ça rétablit, merci, au revoir. Là, ça fait 5 heures. Oui, là, c'est quand même ça. Même si c'est centralisé, c'est étonnant. Et oui, ça pose des questions sur ce qui est le web actuellement, comment les services sont ou non centralisés par cloud provider, par service de cache, par machin. Et oui, utiliser du logiciel libre, déjà, de base. Et ça, oui, voilà. Enfin, le débat pourrait durer longtemps, mais la blockchain, c'est vraiment pas le sujet. Parce que moi, j'avais vu un tweet qui disait... Oui, c'est Twitter. Au moins, cela montre au monde que notre système DNS... Non, mais vous pouvez écouter quand même ce que je dis. Oui, au moins, cela montre au monde que notre système DNS est complètement dépassé. Et qu'il faut peut-être s'en partir sur un web décentralisé. Oui, alors, le principe de DNS, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En gros, DNS, c'est si je te dis bonjour, je vais aller chez Bastien Lunto. Le serveur DNS va dire bonjour, Bastien Lunto, il habite 1 place des Champs-Élysées à Paris 16e. Tu vois. Ouais. C'est ça le rôle du serveur DNS dans l'infrastructure web. Et effectivement, ça fait partie de ce qu'on appelle des SPOF, Single Point of Failure. Si ça plante, Internet plante. Donc oui, ça pose des questions, mais là, c'est des questions d'infrastructure profonde de comment fonctionne Internet, en fait. Et ça ne va pas être résolu d'ici demain, on ne va pas résoudre ce problème-là. Parce que les données qu'il y a sur Facebook, avec la blockchain, tu peux éviter qu'elles soient possiblement piratées. Non, c'est pas du tout le sujet. Enfin, la blockchain ne permet pas d'héberger du contenu. C'est pas du tout ça. Et les données, tu peux mettre de données sur la blockchain? Non, ça n'a rien à voir. D'accord. Enfin, le blockchain peut servir à plein de cas d'usage, mais vraiment pas à celui-là. D'accord, ok. La blockchain peut aussi servir à beaucoup de pas de cas d'usage.
Actuellement, la blockchain sert beaucoup à rien, par exemple. Mais non, pas ce que fait Facebook. Ok, très bien. Là où Facebook peut être remplacé, ça peut être par des mastodons, Twitter mais un décentralisé, par des, je sais plus comment ça s'appelle le service d'hébergement de vidéos décentralisé. PeerTube. Ça permet de faire du YouTube décentralisé, donc chacun a son serveur dans un coin, etc. S'il y en a un qui tourne, tu peux avoir un autre qui peut prendre le relais. Tu as eu Diaspora à un moment qui a voulu remplacer Facebook. C'est ce genre de solutions-là qui peuvent éventuellement remplacer un web totalement centralisé. D'accord, ok, très bien. Merci pour toutes ces informations. Il y a celle qui demande si Prime Video lâche, on arrête le match ou pas? Non, bah non, regardez on quand arrête RMC a tout, planté. on arrête Alors pareil, le ça n'a rien à foot. voir non plus. Si vous voulez poser des sujets qui n'ont rien à voir avec le bug de Facebook, n'hésitez pas, c'est le moment. Non, si Prime Video lâche, c'est comme quand RMC a lâché pendant la Ligue des Champions, ils ont pas arrêté le match au milieu. Bah oui, bien sûr. Ne t'inquiétez pas que c'est diffusé ailleurs, hein, c'est pas diffusé que sur Prime Video, les Français n'ont pas l'exclusivité de la Ligue. C'est clair. On passe à un autre sujet tout de suite, on retourne en télé, puisqu'on a appris aujourd'hui le prochain invité de Rendez-vous en Terre Inconnue. C'est la moitié d'un duo. C'est Oli, sans Big Flo, voilà, qui part Rendez-vous en Terre Inconnue. Il est parti aujourd'hui, je crois. Il a le droit d'être sans Big Flo. Ah bah bien sûr, et il en gagnerait à être toujours sans Big Flo, Oli. Rendez-vous en Terre Inconnue, donc avec Oli, ils sont partis à Madagascar. Voilà, ils partent à Madagascar, je crois qu'ils sont envolés aujourd'hui. Oui, je crois que c'était aujourd'hui. Donc ils sont partis pour 15 jours, normalement, si c'est comme d'habitude, à Madagascar. Et donc ce sera diffusé en début d'année prochaine, je pense, janvier, février 2022, je pense. C'est toujours à peu près ces eaux-là, niveau timing entre le tournage et la diffusion. Là, on est en octobre, ouais, donc je pense janvier, février. Donc voilà, Oli sans Big Flo. Est-ce que ça veut dire que Oli va faire une petite carrière solo? Je lui souhaite, en tout cas. Voilà, il en gagnerait à être sans Big Flo. C'était le petit coup de gueule du soir. En tout cas, je te le souhaite. Et comme on dit, une histoire et Oli. Une histoire et Oli, Allez. bien sûr. Un suppo et Oli même. On va parler d'habillage. Télé pour les nodaliens qui sont là sur la chaîne Twitch. Du coup, j'invite à Bastien et Pacom, parce que moi, je ne connais rien sur ce sujet, donc il va falloir que vous m'éclairiez tout de suite, puisque Teva a fait un nouvel habillage. Voilà. Est-ce qu'il est à l'antenne depuis... Il est à l'antenne, là, le nouvel habillage. Il est à l'antenne depuis samedi, ouais. Depuis samedi, d'accord. Qui veut en parler? Très bien, alors passons à un autre sujet tout de suite. Je laisse Pacom commencer. Ok, allez, si tu veux. Donc oui, effectivement, Teva a changé son identité visuelle samedi pour quelque chose, comme d'habitude, de plus moderne, plus féministe aussi, en accord avec la nouvelle ligne éditoriale de la chaîne qui se veut justement plus ancrée féministe. Donc on est quand même sur une identité qui veut être un peu plus porte-parole, un peu plus dynamique. Et du coup, c'est pour ça que le logo a été légèrement modifié, un logo qui est là depuis les débuts de la chaîne, si je dis pas de bêtises quand même, et qui là pour le coup a eu un très léger redesign, notamment sur sa lettre T qui joue avec le côté accent qu'il y a déjà sur le E. Donc c'est devenu un vrai symbole en fait central de toute l'identité, l'accent, et qui est démultiplié au sein des jingle pubs, au sein du print, et qui représente à chaque fois des idées, notamment des idées sur l'événement, sur la parole, enfin voilà, ça exprime beaucoup de choses. Et c'est une identité, alors attendez que je revérifie le nom de la personne, qui a été fait en collaboration avec une artiste qui s'appelle Sarah Khan. Sarah Connor. Sarah Connor. Donc oui, Sarah Khan qui donc, comme le dit CB News, je cite la source, est diplômée de Penningen et directrice artistique de la revue America pendant 4 ans. Donc on ressent quand même dans les choix de couleurs, mine de rien, dans l'esthétique des légères ressemblances. Et puis voilà, non, je pense avoir fait le tour. Ouais, l'idée, c'est alors ça va être une identité visuelle qui se rapproche pas mal de ce que fait M6 et de ce que fait W9, qui sont aussi signés Gédéon. Donc beaucoup de mise en forme. Il y a très peu d'éléments visuels filmés et beaucoup de choses qui sont dessinées. Donc là, c'est jouer avec l'accent, jouer avec des points d'exclamation, etc. Il y a effectivement quelque chose à viser. On le voit notamment si vous allez sur le site de Gédéon, quelque chose à viser plus féministe dans ce que s'exprimait. Alors par rapport à ce que seront les programmes, c'est un autre débat. Pour l'instant, ils diffusent quand même en boucle Sous le soleil. Donc bon,
Il y a une dissonance entre le discours que veut faire passer Teva et les programmes qu'il diffuse. Tu vas avoir quand même des nouveaux programmes avec Piquante de Nicole Ferroni, dont la bande-annonce est en train d'être diffusée sur la version vidéo sur Twitch. Et qui est dispo sur le nodal.com. Donc voilà, il y a une volonté de rénover le dernier habillage des Cinemotion Fan Club, daté un peu. C'est daté 2015, je crois, Ouais, c'est plus frais. Est-ce que c'est pour autant extrêmement innovant? Non. Personnellement, je le pense pas forcément. Il y a une volonté de. J'aime bien le jeu avec le logo, comment avoir incliné le T pour que ça fasse l'accent, pour que ça fasse une sorte de porte-voix. On le voyait sur la bande-annonce, le T suivi de 3 traits pour faire une sorte de porte-voix pour porter la voix féministe, etc. Il y a un peu de féminisme washing à travers des slogans, genre il y a liberté, égalité, sororité. Les choix de couleurs aussi, mine de rien, je trouve que ça ressemble ça se voit d'ailleurs aussi dans l'identité, par exemple, de Mademoiselle, mademoiselle.com. Aujourd'hui, il y a des vrais points d'attrait, aussi bien dans les choix de couleurs ou même la typographie extensible, très très modulable, très variable. C'est la variable font, comme on dit, mais qui en fait permet d'accentuer le côté un peu slogan que tu évoques, Bastien. Aujourd'hui, ça se fait énormément pour des médias qui se veulent justement avec une prise de parole, un ton, une ligne éditoriale un peu politisée. Et dans le cas de Teva qui se veut justement avec un accent plus féministe, ça fonctionne en l'occurrence. Je trouve que ça fonctionne très bien chez Mademoiselle, parce que pour le coup, le site web est résolument comme ça, et les rédactions en chef le prouvent, les articles le prouvent. Dans le cas de Teva, j'attends à voir pour l'instant, j'ai peur que ça soit juste un effet d'image. Et ça me dérange potentiellement un peu plus. Oui, c'est sûr. Et voilà. Mais et puis tu disais tout à l'heure, c'est vrai que Gédéon ne réinvente pas l'eau chaude. Voilà. C'est pas comme ça, mais moi je te le dis. Ça ressemble pas mal à d'autres créations qu'ils ont pu faire avant, et c'est il y a cette volonté, au-delà de pas inventer autre chose, il y a cette volonté d'être en filiation avec les autres habillages des chaînes sœurs, qui se voient bien. En gros, les habillages de toutes les chaînes M6 sont cohérents. Tu vois un habillage d'une chaîne M6, tu dis c'est M6. Voilà. Oui, c'est sûr. Mais même ça va. Oui, enfin il y a beaucoup de vraisemblances aussi avec d'autres travaux de Gédéon. Enfin bon, bref, c'est un point de vue totalement personnel. Je m'en fiche. Mais je trouve que Gédéon se ressemble beaucoup dans beaucoup de travaux. Les jingle pubs ressemblent tous. Hein. Tu sais reconnaître un jingle pub de Gédéon qui vraiment a des vibes aussi qu'on retrouve chez RMC Story. Ils font quoi Gédéon aussi d'autres? RMC, les deux RMC Story découvertes. Les deux RMC, d'accord. De quoi? C'est quoi Déon? Moi j'en ai plein, mais. Vous avez plein de honte, d'accord, dans le clip de Mylène Farmer. Oui, RMC Story, c'est Gédéon, effectivement. Non, actuellement, ils ont beaucoup de choses. Oku, qui est peut-être une de leurs identités un petit peu, déjà les plus abouties. C'est magnifique. Et celle qui vraiment peut être mise en valeur le plus dans leurs travaux. Ils font aussi Fun Radio, la chaîne Histoire, la chaîne Ushuaïa TV, Histoire TV et Ushuaïa TV. BFM TV. D'accord. Culture Box, c'est eux. Fun Radio, le nouveau logo, c'est eux. M6, on l'a déjà dit tout à l'heure. BFM TV, c'est eux. Ouais, BFM TV. D'ailleurs, même dans les choix de typo et l'incrustation dans la typo, enfin, il y a un truc un peu à la BFM, tu vois. C'est pour ça que à un moment donné, Gédéon, on a compris. T'as vu une fois du Gédéon, t'as compris pour le reste. C'est dommage parce qu'ils ont parfois de très bonnes idées. Et en fait, c'est fou parce que Gédéon fonctionne très bien sur du print. Parfois, je trouve que l'identité de Teva est la preuve même de ça. C'est que ça peut fonctionner très bien sur du print, mais derrière, quand c'est de l'animation, c'est très redondant et ça va pas chercher très loin. Je trouve que c'est un peu le cas aussi pour M6. Mais du coup, c'est dommage d'avoir cette mise en valeur absolue du print et de la mise en image sur différents supports et pas forcément accentuer davantage le travail sur le motion. Mais bon. Et pour nos amis belges, typique, c'est Gédéon aussi. Nos amis belges. On salue les Belges qu'on va battre jeudi. Ok, très bien. Bravo. Au coup, pas ok. Au coup. Parfait. Les amis, il est 22h48, donc fin du Média Express. On va passer au deuxième et au dernier sujet du soir. On va parler de Masterchef qui revient. Et oui, Masterchef pourrait faire son retour en France. C'est Le Parisien qui a fait un article, qui a publié cet article-là. Ah mince, j'ai pas il a pas sauvegardé le compte. Il faut que je me reconnecte. Bon, en attendant,
que je retrouve l'article, que j'ai accès, que je remette mes codes. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. On rappelle juste que MasterChef, c'était sur TF1 en 2010. La différence avec Top Chef, c'est que MasterChef, ce sont des gens qui ne sont pas cuisiniers. Ah, c'est bon, je l'ai, voilà. Ce sont des gens qui sont amateurs, hein. C'est animé par Sandrine Quétier, d'ailleurs, on s'en souvient pas. C'est animé Sandrine Quétier qui l'a animé. La dernière saison qui avait été bifurquée sur NT1. Ouais. Ah ouais, Carl Rousseau. à cause des audiences, hein, bien sûr. Hein. C'était sur NT1 parce que Et ça oui, marchait évidemment. pas. Pas à cause de Sandrine Quétier. Voilà, et donc c'était un casting 100% amateur, contrairement à Top Chef où ils bossent tous dans des restos. Ça avait fait combien ? La finale avait fait... La première finale gagnée par Anne Alassane en avait séduit 5,9 millions, nous dit l'article. Bon, quand même, c'est pas mal ça, mais ils aimeraient bien faire 5,9 encore aujourd'hui, hein. 6,9 millions la deuxième saison. Pourquoi on parle du retour de MasterChef ? Comment ça se fait ? En démol, plancherait sur plusieurs nouvelles versions du concours de cuisinier. Est-ce que... dont une pour le service public. Ah voilà, c'était ma question. Est-ce que c'était forcément pour TF1 ? Non. Le service public serait dedans. Alors, on a juste ça comme info. Je suis en train de lire l'article. D'après les informations du Parisien, donc, 2 nouvelles montures ont été proposées à France Télévisions ces derniers mois, sans toutefois obtenir le feu vert. D'autres chaînes ont également été approchées pour envisager ce grand retour à l'écran, y compris TF1. Ah, TF1 est encore dans le coup. Bon, eh ben... Ouais, ça rejoint l'interview de Stéphane Sidbon-Gomez sur Pure Média qui expliquait qu'il ne faut pas avoir peur que France Télévisions aille sur des divertissements hebdomadaires et qu'il y ait le même programme toutes les semaines sur plusieurs semaines. C'est vrai qu'ils le font pas. Ils le font pas, donc ça, ils devaient tenter avec The Artist, ça a tenu 3 semaines. Ça n'a pas marché. Mais voilà, donc... mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner le truc. Voilà, c'est en gros le renouveau que France Télé a réussi avec les fictions, faut le faire dans le flux. Après, la question, c'est un concept qui n'a pas marché il y a 10 ans. C'est peut-être prendre un peu de risque, non, de le faire revenir. Non, ou alors tu changes totalement la mécanique du jeu. Parce que le problème de MasterChef, je trouve, c'est que, dans mes souvenirs, hein, moi j'ai très peu regardé cette émission, mais dans les souvenirs que j'avais, c'était quand même un peu angoissant comme programme. Il était pas très feel good, il était un peu sombre comme émission. Hein. T'avais Carl Rousseau à la présentation déjà. Hein. En plus. un jury qui était très antipathique. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est ce qui fait la force des concours de cuisine, c'est que souvent tu as un jury qui est fort. On regarde Top Chef aussi pour voir Paul Perret, pour voir Etchebest, pas pour voir Darros par contre. Mais voilà, c'est des jurys qui sont forts. Là, clairement, le jury, il était là pour casser. En plus, c'était... Que tu fasses une émission avec des professionnels et que tu les casses un petit peu parce que... Voilà, on demande un certain niveau de cuisine, je veux bien, mais là, c'était des amateurs qui arrivaient et qui se faisaient clairement dézinguer. Ouais, c'est ça. Donc, la parodie du Palmacho à l'époque était quand même très juste à ce niveau-là. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Le Palmacho avait fait une très bonne parodie. Comme d'habitude. Et du coup, j'en profite pour parler du jury, parce que j'avais teasé en début de podcast la bonne idée que j'ai évoquée hier dans une rue de Rennes à 16h59. D'accord. Celle de pas faire des vannes horribles sur les gens ? Ouais. C'est une bonne idée, effectivement. Non, mais si ils veulent relancer le show, si ils veulent un jury qui est très solide, il y a un jury qui s'est récemment libéré, c'est Michel Saran. Oui, et déjà, exact. ça pourrait être une belle prise de presse. C'est vrai. Ah oui, bonne idée. C'est vrai que du coup, c'est vrai qu'en plus, il y a plein de gens qui ont dit que c'était une mauvaise idée de lâcher, de virer Saran. Par exemple, ils auraient pu laisser Darros, par exemple. Au lieu de Saran. C'est vrai que du coup, vu qu'il est dispo, si tu fais ça, là pour le coup, au lieu d'avoir un jury antipathique comme il y a eu à l'époque de MasterChef sur TF1, clairement Michel Saran il est très feel good. Je pense qu'en plus les gens seraient contents de le revoir. Ça donne une option pour donner envie de mater le programme. Oui, Bastien. Le coup du jury antipathique, c'était le cas sur toutes les émissions à cette époque-là. Hein. On doit être 2010, c'est du propre où ça se fout de la gueule des gens. Tu commences à avoir le cauchemar en cuisine de W9 avec Gordon Ramsay qui prend de l'ampleur. Top Chef, c'était clairement pas aussi feel good que maintenant. Je pense que s'ils revoient l'émission et s'ils reproduisent l'émission, effectivement, ils vont pas lui donner la même tonalité qu'à l'époque où c'était la mode de bâcher des gens gratuitement. Ouais. Même les émissions de coaching d'M6, on est clairement dans cette époque-là aussi. Hein. Ouais. Donc, et de toute façon, on arrivera, si ça arrive sur le service public, je pense que ce sera adapté aussi pour un public du service public. Oui, en plus. Il faut voir aussi le format. Est-ce qu'ils veulent faire ça sur un format hebdo? Est-ce qu'ils veulent faire ça en quotidienne, sur un format un peu plus événementiel? À voir aussi ce qu'ils veulent faire. Pour l'instant, c'est juste à l'état de projet. Donc, ils essayent juste de sonder un peu à droite à gauche où ça peut prendre.
Il y avait justement le directeur des programmes, Stéphane Simon Gomez, qui en parlait dans une interview de rentrée. En mode, oui, nous, on est fermé à rien, à aucune proposition, y compris dans le domaine cuisine, télé-réalité, machin. Même télé-réalité, c'est passé de mode, on n'en fera pas. Hein. Mais du coup, c'était au moment où ils lançaient The Artist en télécrochet. Oui, c'est un programme, je pense, sur lequel France Télé pourrait se positionner, à voir sur quel format ils le font ensuite. Quoi. Ouais, oui, c'est vrai. Tant que ça dure pas aussi longtemps, niveau timing, que Top Chef est dans le mois, déjà, ce sera une bonne chose, déjà. Oui, pas de mémoire. Après, il y a un truc que je trouvais assez juste dans l'article du Parisien, et qui revient finalement à ce qu'on évoque depuis pas mal de semaines, et qui est pas non plus nouveau, hein, je préfère le préciser par avance, c'est pas nouveau, qu'il y ait du revival d'émissions comme ça qui s'annonce. Il y a eu la Nouvelle Star à plusieurs reprises, il y a eu Burger Quiz, il y a eu plein d'émissions comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai constat qui se met en place, c'est que aujourd'hui, installer une nouvelle émission, c'est dur. Et que la majorité des nouveautés qui aujourd'hui essaient de se mettre en place, eh ben, elles ont du mal à se faire une place. Et du coup, je pense qu'effectivement, du côté des boîtes de production, il y a une vraie réflexion en ce moment sur est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à de la production d'émissions marquantes à nouveau pour les reproposer sur les chaînes de télévision. Ouais, mais à condition qu'elles aient marché, parce que c'est prendre un risque de prendre une émission. Alors attends, c'est un pari risqué aussi. C'est un pari risqué aussi. Je sais pas, tu peux citer aussi plein d'exemples d'émissions qui sont revenues, qui ont foiré. La Starac en premier lieu. La famille oui, Une famille en or, bien sûr. Par exemple. Mais il y a plein d'émissions qui se sont cassées la gueule avec un revival. Mais en ce moment, je pense qu'effectivement, quand on voit des scores comme ceux de The Artist, même des émissions comme Lego Master qui ont été un peu décevantes, ou de Marble Mania, enfin voilà. Des exemples récents de divertissement. En fait, hormis Masked Singer, qui a vraiment été en tout cas, qui a eu un lancement vraiment un peu phénomène, mais qui après, c'est un peu Ninja Warrior a réussi à s'installer un peu plus. The Voice, quoi. Ouais. Faut les gros, c'est des gros formats. Quoi. Ça, même District Z, ça a pataugé l'an dernier, quoi. Ouais, ça a pataugé. Donc en ce moment, il y a un vrai. Le problème, c'est un double truc de. À la fois, les chaînes de télé osent pas lancer de nouveaux concepts parce que la télé en perte de vitesse et de nouveaux concepts se créent pas sur la télé, malheureusement. Et en plus, quand tu les lances, généralement, en fait, c'est dur de trouver un bon concept. Tous les derniers nouveaux concepts qui se sont lancés, mine de rien, c'était des ressucés des choses qu'il y avait avant. Mais de toute façon, District Z, il y a eu le scandale à l'époque, en fait, c'était juste Fort Boyard avec des zombies, tu vois. Et en fait, t'as pas beaucoup. Tu vois, t'as que même Boyarland, où ils ont tenté de faire un truc. Ouais, Boyarland a foiré. Mais et encore, tu vois, Boyarland se basait sur une marque forte déjà. C'était un nouveau concept avec une marque déjà existante. C'était bizarre en plus. Comme je fais Marble juste une Mania, parenthèse. ils ont voulu édulcorer en télé un concept qui fonctionnait pas. Je fais juste une parenthèse, on parle de District Z, justement, ça tombe bien. Aujourd'hui, ils ont montré à la presse le premier numéro de la version 2 de District Z, où ils ont apparemment fait beaucoup de modifications. La promesse, c'est on vous a écouté, tout ce qui vous a pas plu dans la version 1, on l'a pas remis dans la version 2, on a changé. On verra si la promesse sera tenue, mais c'est la promesse du District Z Reloaded. Ce sera diffusé, je pense, comme l'année dernière, au mois de décembre, pendant les vacances de Noël. On verra ce que ça va donner. Moi, je suis pas sûr que de District Z, un public qui a pas été convaincu la saison 1, je suis pas sûr qu'ils reviennent le voir l'année d'après. Je suis pas sûr. On verra. Clairement, le problème de District Z, c'était sa programmation. Tu mets pas un programme aussi répétitif en hebdo. Tu le fais une fois de temps en temps. Ouais, tu fais une fois par mois. Mais regarde Fort Boyard. C'est un parfait contre-exemple. Fort Boyard, il n'y a rien de plus répétitif que Fort Boyard, pourtant tu le fais en hebdo et ça marche chaque semaine. Ouais, mais Fort Boyard, t'as les épreuves qui changent. Genre District Z, les épreuves à 80% les mêmes. Les mêmes t'as 5 épreuves qui changent, mais c'est toujours les mêmes que chaque année depuis perpète. Non, c'est pas vrai. Fort Boyard, ils sont renouvelés quand même, Fort Boyard. Mais c'est vrai que sur une saison, ils font une saison avec 10 épreuves. Bon, District Z, ils ont fait une saison avec 5 épreuves. Donc clairement, ça limite vraiment beaucoup. Le problème de District Z, c'est que ce sont les mêmes épreuves qui reviennent chaque semaine, un peu comme Fort Boyard, mais à la différence, c'est que les épreuves du District Z, elles durent 5-10 minutes, c'est beaucoup trop long. Alors que Fort Boyard, t'as combien d'épreuves, si tu comptes le nombre d'épreuves qu'il y a dans une émission,
C'est vachement. Fort Boyard, il fake une ambiance. En mode, on va te faire une ambiance sombre, sauf que bon, Fort Boyard, le père Fouras, t'as bien compris que c'était un faux méchant, tu vois, génial. Là où District Z, ils essayaient de vachement plus jouer sur le scénario. Oui, bien Donc, sûr. en fait, c'est deux formats qui sont totalement différents. Ah bah, c'est pour ça, pour moi, District Z est de base pas un mauvais format. Et il n'y avait pas J+7 l'an dernier, mais je le dis déjà comme ça. Il y a beaucoup de faiblesses dans District Z. J+7 aussi. J+7 aussi. Et on peut faire mieux, on fera mieux la saison prochaine. Regardez la saison 2, elle est bien. J+7 Reloading. Non, mais District Z, il y avait beaucoup de faiblesses et beaucoup de trucs moyens. Mais de base, le format est pas mauvais. Non, je suis d'accord. Et pourtant, Arthur t'a taclé, hein. Je tiens quand même à le dire sur Twitter. Oui, c'est vrai qu'Arthur m'a balancé une grosse punch en disant bah, ça ressemble quand même un peu à Fort Boyard, même si c'est bien. Il a fait bah faut regarder. Je fais bah oui, j'ai regardé. Il a pas compris. Il a fait une Catherine Barma. J'ai pas compris le tweet. C'est ça. Surtout que District Z, en fait, les règles étaient un peu incompréhensibles. Il fallait au moins 3 émissions pour arriver à les comprendre. Ouais, il y a beaucoup de choses, c'est vrai, il y a beaucoup de choses. Mais moi, je reste sur le principe que District Z fonctionnerait bien mieux. En tout cas, je parle pas fonctionner pas en termes d'audience, hein, mais dans le concept de l'émission. Je pense qu'elle elle fonctionnerait si t'avais pas déjà Denis Brognard qui sert à rien dans l'émission. Si tu les faisais rentrer dans le District Z, t'as juste Denis Brognard à l'accueil qui leur donne leur badge et tout machin. Il leur dit voilà, vous avez comme un escape game, vous avez 2 heures pour ressortir du District Z avec le trésor. Bonne chance à tous, démerdez-vous. Vous avez le majordome derrière. Voilà, t'as le majordome qui s'en occupe, qui sera là, et basta. T'as pas besoin de faire une salle de contrôle, machin, où t'as Denis Brognard qui vient te voir, qui vient t'expliquer les épreuves, machin. Non, tu les envoies 2 heures dans le truc, comme un escape game, ils ont 2 heures pour en ressortir avec le trésor, ils réussissent ou ils réussissent pas, point barre. Et je pense que tu en gagnerais en faisant ça. Non ? Fort Boyard, t'as bien Olivier Mine qui va te répéter les épreuves à chaque fois. Oui, mais parce que c'est Fort Boyard et que c'est le... mais Fort Boyard gagnerait peut-être à pas avoir d'animateur comme Olivier Mine. Ouais, mais je sais pas, ça... moi, je l'aime bien. Ça fait potentiellement, je le vois bientôt, donc j'aime bien Olivier Mine. Ça fait partie du concept de Fort Boyard aussi, d'avoir l'animateur qui accompagne les candidats. C'est le format de base, tu peux pas trop le changer. Autant District Z, c'est une nouvelle émission, et vu qu'ils sont fait tacler justement sur leur ressemblance de la mécanique de Fort Boyard, justement, si tu enlevais l'animateur, vu que Fort Boyard le fait, tu enlèves l'animateur qui les guide toutes les 10 minutes, et tu les laisses tout seuls dans le truc, déjà ça te fait une différence avec Fort Boyard, on peut déjà moins de tacler sur la différence, sur le point commun avec Fort Boyard déjà. Je pense que le programme en gagnerait en faisant un escape game, vraiment un vrai escape game de 2 heures. Voilà. Tout ça pour dire que les nouvelles marques sont effectivement difficiles à installer, comme Masterchef, oui, ça va dans ce que disait Pacom, ça va dans ce truc-là. Alors après, est-ce que tu auras un Masterchef avec ou sans animateur ? Est-ce que ce sera encore Denis Brognard ? Non, mais c'est aussi difficile à installer pour la simple et bonne raison que à cause de la pub, etc., des enjeux financiers de la télé. C'est que maintenant, on ne laisse plus un programme s'installer, un programme qui marche pas beaucoup. Tu vois, par exemple, comme The Artist, il est déprogrammé en seconde partie de soirée. Je peux pas me dire que France 2, ils ont pas déprogrammé The Artist pendant la pub, hein. Non. Bah... Ils ont pas de pub après 20h, ils auraient pu littéralement laisser 6 semaines, ça leur faisait aucun trou dans le budget. C'est vrai. Bah donc c'est une vraie connerie du coup alors. C'est juste pour le niveau de image de la chaîne. Mais non, c'est pas une connerie, c'est que c'est mort. Ça peut rien d'insister. Faut que tu t'adaptes aussi à l'audience que tu as. Si tu fais plus d'audience, c'est pas qu'une question de pub, c'est une question aussi de est-ce que tu attires du public. Un service public qui attire pas de public, c'est gênant aussi. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est est-ce que tu fais de la culture sans faire d'audimat ou est-ce que tu fais de l'audimat pour juste attirer des gens. Enfin, tu vois, tu t'en sors pas. Et là, France 2, ils étaient dans le truc où en mode, en fait, là, on n'a plus personne, ça sert à rien de programmer des artistes à ce soir-là, autant le mettre vendredi soir à une heure classique de programmes musicaux sur France 2 et puis voilà. Ok. Ça fera la même audience en plus. Je comprends tout à fait. Une dernière chose, et on clôturera là-dessus, on finira l'émission là-dessus. Qui veut parler sur Masterchef ? Est-ce que, bah déjà, tiens, si on n'a pas fait de sondage ce soir, je vais faire un sondage. Est-ce que vous avez envie de regarder si Masterchef revient, est-ce que vous regarderez ? Si Masterchef revient, est-ce que vous regardez ? Ça dépend de comment ils adaptent le format. Oui, pour l'instant, c'est dur de dire, sachant que c'est juste à l'état de projet. Ouais, mais juste comme ça, dans l'idée de comment elle évolue. Ouais, non. Ça dépend de comment le format évoluerait en fait. En fait, comment il a évolué en fait, faut essayer de voir comment le format a déjà évolué sur sa diffusion actuelle à l'étranger. Ouais. Parce que je sais pas du tout à quoi ça ressemble aujourd'hui en fait. Je sais même plus où c'est diffusé. Je crois en Australie, non ? Il me semble. Le sondage est en ligne. Il y aura peut-être l'effet de curiosité pour voir s'il y a des trucs qui ont changé ou pas, je pense. Ouais. Si ça revient.
Oui, non, pas du tout, je confonds avec le meilleur pâté. Non, attends. T'as beaucoup de formats de pas, cuisine en fait. actuellement, Top Chef qui revient, Top Chef M6 déjà, ils carburent à fond là-dessus. Même France Télé, tu vois, l'hiver dernier, ils ont fait la plus grande recette de France. Ouais. Ils ont testé des formats un peu de cuisine. T'as le truc du pâtissier aussi sur France 2, si je me plante pas, qui est le format concurrent du meilleur pâtissier. Avec Virginie Guillaume à l'époque. Oui, qui sera le meilleur pâtissier. Ils ont déjà tenté des émissions de cuisine. Moi, juste, je sais très bien qu'une seule en prime par an, ça me suffit. Je regarde Top Chef, j'ai pas besoin de plus de ça. Ouais. Sachant que Top Chef est une émission qui est rodée, c'est une rôle. Et France 2 avait une émission de cuisine quotidienne avec les couples qui cuisinaient. Avec Grégory Cohen de mémoire. C'est ce que disait. Ils ont fait plusieurs. Alors, qui disait ça? Je crois que je l'ai lu dans le chat. tout à l'heure. Oui, je l'ai lu dans le chat. Ah, et Masterchef continue toujours aux États-Unis avec Gordon Ramsay. D'accord. Sur le sondage, 60% de oui, on regarde si ça revient. Donc voilà, les gens, il y a quand même un petit intérêt. Faudra voir aussi le jury, etc., comment c'est vendu. Mais apparemment, selon le chat, pourquoi pas? Pourquoi pas regarder. Vous, là, les 6, là, vous 6, est-ce que vous regarderez? Est-ce que sur le principe, comme ça, sans trop savoir ce que ça va donner, est-ce que sur le principe, ça vous intéresse? Pas tellement. Non. Bastien fait non. Damien non plus. Bof, ouais. Arnaud, oui. Ouais, moi, tant qu'il y a de la bouffe, ça me plaît. C'est pas compliqué. Gauthier. 4 heures à tuer, ouais. Non, je suis pas fan d'émissions de cuisine. Non. Et toi, Jérémy? Ouais, pareil, je regardais déjà pas avant, et puis Top Chef ça dure déjà 8 ans, donc il faudrait qu'il finisse déjà une saison avant d'enquiller sur autre chose. Bon, donc ce goût, ce serait plutôt non pour vous, alors que sur le chat, ce serait plutôt oui. Bon, bah très bien. Eh ben, on verra. Par curiosité pour un J+7, mais oui, sinon, voilà. Autrement, non, voilà, clairement pas. Voilà. Et il faut que ce soit moins long que quand c'était sur TF1, comme nous dit Odysor. C'est vrai. Eh ben, très bien. Eh ben, les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. On a quand même fini dans les temps. On finit. Bah oui. Là, on est à 2h. Malgré la écoutez, coupure, même malgré la coupure d'électricité, on est bien. Perso, j'ai pas les pieds dans l'eau, je sais pas pourquoi vous avez fini dans un étang. Vous. Oh. C'est sur cette bonne vanne qu'on va se quitter, les amis, qu'on se dit au revoir. Merci à tous ceux qui nous ont regardés ce soir, qui étaient encore sur le chat ce soir. Je vois Odysor, PL, Aldestream et Jonathan pour ceux que je vois là, qui ont dit côté les derniers envoyé des messages. Merci Bastien, merci Damien, merci Gauthier, merci Paco, merci Arnaud, merci Jérémy. Merci pour les subs. Beaucoup trop fort, voilà, merci. Passez une bonne soirée. Demain, c'est le débrief de Koh-Lanta, évidemment, juste après l'épisode. Il n'y aura pas de live jeudi parce que il y a Belgique-France, donc pas de jeu jeudi. Donc on se retrouve demain, ou sinon on se retrouve lundi prochain pour J+7. Passez une bonne semaine, les amis. À très vite. Ciao. Au revoir. Salut. Au revoir. Kenavo.